Mesdames, Messieurs, et je pense qu'on peut dire aujourd'hui, chers amis, encore davantage qu'hier, après tous ces moments d'émotion intense que nous avons partagés ensemble, je pense qu'on va conclure sur encore une très très belle conférence avec Monsieur Stéphane Alix. Je vais lui laisser la parole. Je vous remercie encore pour votre présence, pour tous les échanges de qualité que nous avons pu avoir. Et je vous dis à plus tard. Ça, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être ici. Je suis un peu ému, je ne sais pas pourquoi. Je suis touché déjà parce que je suis extrêmement reconnaissant aux organisateurs de cet événement d'avoir, contre vents et marées, avec beaucoup d'énergie, réussi à faire en sorte que cet événement existe aujourd'hui. J'ai la chance de collaborer avec la Maïf depuis quelques années et je vois l'énergie qu'ils peuvent mettre à vouloir explorer des thématiques qui sont parfois un petit peu émotionnellement compliquées à gérer. Et la mort en est une, ô combien. Donc merci à tous les organisateurs de cet événement d'avoir déployé cette énergie, d'avoir permis cette chose possible. Ouais, merci. Ça l'est d'autant plus parce que cette problématique de ne pas pouvoir parler de la mort, de ne pas pouvoir réfléchir à cette question-là un peu sereinement, elle touche sans doute beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Moi, elle m'a touché de plein fouet il y a 19 ans de ça, 18 ans, quand j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture. J'étais journaliste, je le suis toujours, mais à cette époque-là, j'étais dans un complètement autre univers. J'étais journaliste d'investigation, je m'étais spécialisé dans le reportage de guerre. J'ai commencé en fait mon métier très jeune, à 19 ans. Je suis parti au printemps 1988 en Afghanistan, qui était à l'époque occupé par les Soviétiques. C'était encore du temps du mur. Et ce pays, qui était envahi depuis 1979 par les forces soviétiques, s'était soulevé, comme une partie de la France s'était soulevée après l'invasion allemande. Et en 88, la guerre durait depuis presque 10 ans dans ce pays. Et moi, pour devenir journaliste, n'ayant pas passé de bac, n'ayant pas eu de bac, n'ayant aucune formation particulière, il y a deux moyens. Il y a l'école, mais ça m'était impossible, et puis je n'avais pas forcément très envie. Ou alors il y avait le terrain. Et les terrains, pour devenir journaliste et avoir une chance de peut-être, non pas se faire un nom, mais au moins commencer à apprendre le métier, il faut partir sur des terrains où les autres ne vont pas forcément, ou ne vont pas beaucoup. Et l'Afghanistan de la résistance à cette époque-là était vraiment ce terrain-là. C'était un endroit où il fallait partir clandestinement en passant la frontière du Pakistan, en entrant dans le pays, en accompagnement des groupes de moudjahidines, qui étaient des résistants qui avaient leur base arrière au Pakistan, comme la résistance française avait ses bases arrière à Londres. Et puis on partait dans le maquis, à pied, à cheval, dans des marches longues, fatigantes, ça durait des semaines, voire des mois. Et voilà, moi je suis parti un peu naïvement parce que je voulais, pour des raisons, oui, sans doute très naïves et immatures, je voulais absolument qu'avant l'âge de 20 ans, j'ai pu dire je suis allé en Afghanistan et je suis allé sur un terrain de guerre. Et en fait, c'est allé très vite. J'avais quelques contacts, je suis arrivé au Pakistan, j'ai rejoint la zone de frontière, et notamment la ville de Peshawar, qui était à l'époque la vraie base arrière de la résistance, une espèce de ville tribale un peu particulière, avec des espions, des trafiquants de tous bords. Et là, évidemment, tous mes plans s'effondrent en à peine une demi-journée parce que le commandant avec lequel je voulais partir était déjà reparti à l'intérieur, donc je dois trouver une solution de rechange. Et en fait, on me dirige vers un petit parti chiite, pro-iranien, me dit-on, qui n'a jamais emmené de journaliste et qui serait très désireux. Donc je vais frapper à leur porte. Et c'est comme ça que commence pour moi un voyage qui a été un des voyages les plus transformateurs. J'en parle très brièvement parce que pour moi, il est vraiment emblématique de mon parcours en tant que journaliste et il imprègne encore aujourd'hui la façon dont je travaille. Je n'avais pas fait d'école de journalisme, je ne savais pas ce que c'était qu'écrire un article, je ne savais pas ce que je devais raconter, mes photos étaient la plupart floues. Donc c'était un peu compliqué au début, mais l'avantage, c'est que ça m'a fait découvrir ce pays et ce terrain d'une façon absolument non préparée. Je n'avais pas d'idée préconçue sur ce que je devais raconter, je n'avais pas d'idée préconçue sur ce que je devais penser. La seule idée préconçue que j'avais, qui était extrêmement naïve à l'époque, on m'avait dit, voilà, chiite pro-iranien. Donc pour moi, à l'époque, en 88, c'était à peine 10 ans après la révolution iranienne, après la prise de pouvoir de l'imam Khomeini en Iran. C'était voilà, tous ces fantasmes qu'on peut avoir en Occident. Et j'ai devancé cette petite appréhension que j'avais pour quand même saisir cette chance de partir dans le maquis. Et dans les semaines qui ont suivi, je me posais beaucoup de questions
je me disais, mais qu'est-ce que je dois raconter? Je suis dans le maquis. Alors le maquis, concrètement, c'est quoi? C'est des abris enterrés dans la montagne, avec des toits en rondins, recouverts de terre, des moudjahidines, plein de puces, et puis du temps qui passe, et puis rien à faire, et on s'ennuie, et on s'ennuie, et on s'ennuie. Et puis tout d'un coup, il y a une alerte, il y a un bombardement des postes soviétiques qui sont dans la vallée, il y a durant la nuit une alerte de suspicion de parachutage de commandos des forces spéciales russes, et il y a des énormes moments d'intensité émotionnelle, d'adrénaline, et puis tout d'un coup, tout redescend, tout repasse. Et il ne se passait que ça. Je n'avais pas accès à de l'information telle que celle que vous pourriez voir dans un article qui vous fait un peu l'inventaire de ce qui se passe de façon globale. Moi, j'étais coincé dans mes abris. J'avais pas accès, j'avais pas de téléphone satellite à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien du tout. Donc je me dis, qu'est-ce que je dois raconter? Et en fait, en me posant cette question, en passant ces journées, puis ces semaines, et puis ces mois dans le maquis, j'ai observé quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. J'ai observé le voyage psychique que j'ai fait du monde dans lequel j'ai vécu toute ma vie. À l'époque, j'avais 19 ans, mais c'était quand même une longue vie pour moi. Une vie où j'avais été éduqué dans un contexte culturel français, avec ses croyances, ses idées, ses valeurs. Quelque chose qui m'imprégnait, mais que, comme j'étais jamais sorti de ce contexte-là, je n'avais pas l'impression que c'était un mode de pensée particulier. J'avais l'impression que c'était la réalité telle que je la pensais. Sauf que là, j'arrive dans un pays avec des gens qui sont habillés comme au Moyen-Âge, qui se battent, qui mangent de la soupe sans aucun morceau de viande et qui, malgré tout, arrivent à monter en pente directe dans la montagne avec une énergie colossale. Des gens qui font la guerre sainte au nom de l'islam pour libérer leur terre qui est occupée par des infidèles, les Russes. Et progressivement, je commence à m'apercevoir que je laisse mon monde comme si je sortais d'une bulle presque de colle. Je me suis figuré cette image-là comme ça. Je suis sorti de cette bulle et j'ai pénétré dans une autre bulle. La bulle qui était la réalité de ces Afghans en lutte. Et je me suis dit, tiens, mais ça, enfin je ne me suis pas dit ça sur le moment, mais c'est ce que j'ai compris dans les semaines et les mois qui ont suivi mon retour en France. J'ai changé de monde. J'étais dans un autre monde. Pas très loin, c'est 8h, 9h d'avion de Paris. L'Afghanistan, si vous y allez par la route en 3 jours, aujourd'hui vous y êtes, c'est pas loin. Et pourtant, c'est un autre monde. J'ai découvert qu'à partir de ce moment-là, notre monde est fait de différents mondes, de gens qui pensent très différemment. Et comme je suis une éponge, et comme je n'avais pas appris à être journaliste et à savoir trier mes informations, je me suis laissé complètement imprégner de ce monde-là. Il y avait parmi les combattants un volontaire d'origine égyptienne qui était francophone, qui m'a en plus fait partager un petit peu ce qu'était le quotidien de ces combattants. Donc j'ai vraiment eu l'impression de pénétrer dans une autre réalité. Et ça, c'est a posteriori ce que je considère comme étant le plus grand enseignement de ce voyage-là. Notre planète est faite d'une infinité de mondes, d'une infinité de réalités, d'une infinité de raisons, d'une infinité de justesse et de vérité. Et je ne suis pas détenteur d'une vérité, comme ceux chez qui j'étais n'étaient pas détenteurs d'une unique vérité. Toutes ces vérités, c'est ce qui forme l'humanité. Et mon métier en tant que journaliste, pendant les plus de 10 ans que j'ai exercé dans cette première partie de ma vie, où j'ai travaillé beaucoup sur des questions géopolitiques, terrorisme, notamment en Asie centrale, j'ai toujours gardé ça à l'esprit. Si les gens me disent des choses qui me choquent, si les gens disent des choses qui me surprennent, il ne faut pas que je sois dans le jugement, ce n'est pas mon boulot. Je ne suis pas là pour être un arbitre, un diplomate, je suis là pour être un passeur. Donc mon boulot, c'est d'essayer de retranscrire le plus fidèlement la réalité telle qu'elle est vécue par les gens qui sont immergés dedans. Et ça m'a conduit, alors les hasards n'en sont pas, mais ça m'a conduit à travailler sur beaucoup de sujets très émotionnellement chargés. Je parlais du terrorisme, j'ai travaillé sur le mouvement des talibans depuis quasiment l'origine du mouvement, en 1995. J'ai travaillé sur le trafic de drogue. Mon premier livre était consacré aux routes du trafic d'héroïne entre l'Afghanistan, qui était le premier producteur mondial d'opium à l'époque, et les zones d'Asie centrale et d'Europe occidentale. Donc des sujets sur lesquels il est difficile d'accéder à une information un peu juste, il est difficile de ne pas se laisser envahir par ces idées préconçues. Et d'une certaine manière, c'est un peu curieux parce que c'est comme si ces 10 ans plus d'activité sur des sujets de cette nature-là m'avaient d'une certaine manière formé à constamment me remettre en question, à consciemment questionner la réalité qui me semblait apparente d'un premier examen pour essayer d'aller un peu plus profondément. Et je vous dis ça aujourd'hui parce que
voilà, j'ai le recul sur ces presque 30 années maintenant, mais qui me montrent une vraie cohérence. Souvent, les gens me disent « Ah, mais après, quand vous avez commencé à vous intéresser à la mort, vous avez arrêté d'être journaliste. » Pas du tout, je reste journaliste, j'ai toujours ma carte de presse avec fierté, et je reste journaliste depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je travaille sur des sujets a priori bizarres que tout d'un coup j'aurais abandonné ma rigueur, mon questionnement, mon exigence. J'en viens à ce qui nous rassemble ce soir. À l'été 2000 et jusqu'au printemps 2001, je suis en Afghanistan encore, que vous l'avez compris, une terre dont j'étais amoureux. Je le suis toujours, c'est une magnifique terre, un magnifique pays avec des hommes exemplaires. Et dans le cadre d'une mission que je dirige, pour laquelle j'ai réuni une certaine équipe composée d'Afghans et de Français, j'ai, dans les idées farfelues qui m'ont traversé, au moment où l'Afghanistan était plongé dans le marasme le plus total des talibans, l'obscurantisme, l'impossibilité pour les journalistes de travailler dans ce pays, ou alors avec de grandes difficultés, il m'est venu l'idée de me dire, tiens, mais ce pays, c'est aussi une histoire formidable, c'est aussi des millénaires d'héritage qui nous impactent encore aujourd'hui. J'ai envie d'essayer de travailler sur cet héritage. Le visage du Bouddha, par exemple, est né en Afghanistan. Les enseignements bouddhistes viennent du sud du Népal et sont répandus à travers le sous-continent indien dans les premiers siècles, mais on ne représentait pas le Bouddha à cette époque-là. Et les enseignements sont arrivés à peu près au IIe siècle avant Jésus-Christ dans cette zone pakistano-afghane frontalière début de l'Indo-Kush, un siècle à peine après le passage d'Alexandre le Grand, qui était arrivé, lui, avec sa culture, sa statuaire notamment. Et les premières représentations du Bouddha se sont faites avec un visage grec qui venait de Méditerranée. Voilà le type, je ne sais pas pourquoi ça me frissonne là tout d'un coup, voilà le type d'héritage qu'on rencontre en Afghanistan, mais c'est une terre qui est absolument fabuleuse, un carrefour. Et j'avais envie de me mettre un peu à distance déjà, peut-être, de l'agitation, de la folie des hommes, et de m'intéresser un peu plus à cette dimension historique. Donc j'ai monté une mission qui a été soutenue par l'UNESCO, par le musée Guimet et par un certain nombre de partenaires en France pour ouvrir un bureau à Kaboul, essayer de travailler sur l'inventaire de l'état de préservation du patrimoine archéologique afghan. Les Bouddhas de Bamiyan, dont vous avez sûrement entendu parler, qui étaient ces deux statues géantes dans cette grande vallée au centre de l'Afghanistan, et plein d'autres sites bouddhistes et même pré-bouddhiques qui témoignent d'une histoire fabuleuse. Et voilà, parfois le destin joue avec vous d'une façon absolument incompréhensible. Quelques jours, j'ai travaillé pendant 8 mois sur ce projet, quelques jours seulement après l'installation définitive de la mission à Kaboul, l'ouverture de la maison, la mise en route de ce programme, on entend, alors que je suis en train de dîner avec mes frères, avec l'ambassadeur de France à Kaboul, on entend sur Radio Sharia, qui était la radio des talibans, le décret de Mollah Omar qui ordonne la destruction des statues pré-islamiques d'Afghanistan, et notamment les 2 Bouddhas de Bamiyan. Je ne savais pas à l'époque, mais cette décision était déjà à l'examen chez la direction taliban depuis bien avant que je pense même à ce projet. Mais je l'ignorais, et la plupart des gens l'ignoraient. C'était un débat qui agitait une frange dite modérée du mouvement qui voulait envoyer des signes encourageants à l'Occident et ne pas faire ce genre de choses, et puis une frange plus dure du mouvement qui, elle, voulait appliquer ses règles avec la plus grande rigueur, et notamment la destruction de tous les visages et toutes les choses. Le Dieu ne doit pas être représenté. Et moi, je me trouve à Kaboul, 3 jours après mon arrivée avec mes frères, et on entend cette nouvelle, et on est estomaqué par l'idiotie de cette décision, par la stupeur, par la folie. Voilà des gens qui ont plongé leur pays dans une certaine paix, mais aussi dans une arriération, je ne sais pas si le mot est français, mais un passé, tout le monde est barbu, tout le monde est habillé comme au XVe siècle. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'Afghanistan des talibans, mais c'est absolument terrible. Et voilà qu'en plus, c'est ce que m'ont dit plusieurs fois des Kaboulis, non seulement ils détruisent notre avenir, mais en plus ils détruisent notre passé. Et pendant ces semaines qui suivent l'annonce de Mollah Omar, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est juste une menace pour changer un petit peu l'attitude de l'Occident, ou si c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment mener à terme. Et dans cette incertitude, moi j'essaye d'envoyer plusieurs de mes gars à Bamiyan pour voir ce qui se passe. Tous sont refoulés, si bien qu'un jour de début mars 2001, je décide d'y aller quand même, moi-même,
avec Vadim, qui était mon logisticien, et puis deux personnes de mon équipe. On fait la route, on traverse l'école, c'est 12 heures de route pour arriver jusqu'à l'entrée de la vallée. Et en arrivant à l'entrée de la vallée, on tombe sur des combattants talibans qui sont là, plus du tout des rigolos, parce que les talibans, quand vous n'êtes pas sur les lignes de front, c'est des gens qui sont plutôt des civils, donc vous pouvez déconner un petit peu, ça se passe toujours très bien, et hop, on passe, même s'ils nous interdisent de passer. Or, là, on arrive chez des combattants, on arrive chez des gens qui ne sont pas du tout rigolos, qui nous intiment l'ordre de foutre le camp immédiatement. Donc moi, je veux rester un petit peu, on entend des explosions. À l'époque, je me dis que c'est des combats, parce que les talibans se battaient dans ce centre de l'Afghanistan contre un groupe chiite qui continue à leur tenir tête. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, c'était les Bouddhas qui étaient en train d'être détruits. On l'a appris une semaine plus tard. Je suis trop long là, je vais raccourcir. Vous n'êtes pas là pour parler des Bouddhas. Enfin bref, voilà, dans ces semaines d'incertitude, moi j'étais estomaqué et désireux de rester dans ce pays, désireux d'essayer de comprendre encore ce qui se passait. Et 2 jours avant le jour dont je vais parler dans quelques minutes, j'ai réuni toute l'équipe et j'ai dit à tout le monde, bon voilà, la mission va évidemment s'arrêter, je ne sais pas ce qu'on va faire, je n'ai pas un centime pour payer qui que ce soit, ceux qui veulent rester sont bienvenus parce qu'on va rester, mais ceux qui veulent partir. Et ce jour-là, il y a un petit ange gardien qui a soufflé à l'oreille de mon frère Simon, rentre. Et Simon est parti le lendemain, il est reparti à Dubaï et de là en France. Et le surlendemain, le 12 avril 2001, avec l'équipe, on est parti pour aller voir un site qui était à 200 km au sud de Kaboul, qui était un plus petit site bouddhiste dont je voulais voir un petit peu l'état d'inventaire. Sylvain Tesson, l'écrivain, nous avait rejoint la veille. Sylvain est un ami, il était l'écrivain de la mission. Ma femme, Natacha Calestrémé, qui est réalisatrice, était là aussi. Et on se lève très tôt à l'aube. L'équipe se prépare, on fait une photo dans la cour avec Vadim, Thomas, mon frère donc, et une partie de l'équipe afghane, et puis nous voilà partis sur la route. Et puis on sort des faubourgs de Kaboul, on passe une première ceinture de montagne, on redescend dans la vallée de Maïdan. Et là on passe un contrôle taliban qui paraît nous dire « bro, allez-y, allez-y ». Et puis au bout de quelques minutes, mon chauffeur s'arrête sur le bas-côté, je lui dis « mais pourquoi tu t'arrêtes ?» Et puis il me dit, ils sont plus nous, ils sont plus là, ils sont plus derrière nous. Et on était à 2 voitures, donc je me retourne, il n'y a effectivement plus l'autre voiture. Donc on les attend un petit peu. Sylvain, qui était donc arrivé la veille, est dans ma voiture parce que je voulais qu'il soit avec moi pour que je lui explique un petit peu ce qu'on faisait. Et puis au bout de 3-4 minutes, je lui dis, on va quand même retourner voir ce qui se passe, ils sont peut-être bloqués derrière. Donc on fait demi-tour, on roule quelques centaines de mètres, et puis on passe une petite butée. Et puis tout d'un coup, je vois effectivement un accident au loin, un attroupement, il y a 2-3 véhicules arrêtés. Il y a beaucoup de monde debout, donc je me dis, effectivement, il y a dû y avoir un petit accrochage, ils sont bloqués derrière. Et puis on s'approche. Et puis là, Farhad, mon chauffeur, ralentit. Lui a sans doute compris plus rapidement que moi. Et plus on s'approche, plus les éléments commencent à se poser. Je vois effectivement la voiture accidentée, c'est un pick-up Toyota blanc qui est dans le fossé à droite. Oui, mais c'est notre pick-up, ça. Et puis on s'approche. Il ralentit de plus en plus, ce con, donc pardonnez-moi, mais je sors de la voiture. Et là, les choses je commence à les comprendre. Je vois mon frère qui a une polaire rouge qui était clairement identifiable, qui est assis, enfin pas assis, qui est allongé un peu en position fétale. Donc j'ai l'impression qu'il s'est blessé, qu'il a mal, qu'il attend que je vienne m'occuper de lui. Donc je sors avec une tension absolue. Je sors de la voiture. Sylvain Tesson, lui, est sorti aussi, il m'attrape, parce que lui aussi, il a dû comprendre ce qui s'était passé. Je me dégage. Et là, j'ai un blanc. J'ai un blanc de peut-être 10 secondes, où j'ai absolument complètement oublié ce qui avait pu se passer. Je reprends conscience en fait, du temps, de la vie, de l'espace, assis par terre dans la poussière, et je comprends que en fait, mon frère n'est pas blessé du tout, il est mort. Et là, la machine se remet en place. Je me mets en place, je veux comprendre ce qui se passe. Je vois qu'effectivement Thomas est mort, mais Vadim, qui était le logisticien, où il est, les 2 Afghans, où ils sont. Et on découvre assez rapidement que Vadim est mort juste au-dessus, que les deux Afghans sont pas morts, me dit-on, mais ils viennent d'être évacués. En fait, ce qui s'est passé, qui était assez curieux, c'est que l'accident s'est produit juste devant un convoi de démineurs qui était en train d'emprunter la même route pour descendre sur un site. L'Afghanistan est un des pays les plus minés au monde. Et dans les convois de démineurs, il y a toujours une équipe médicale parce que malheureusement, beaucoup de ces hommes paient un lourd tribut à leur métier. Donc l'équipe médicale qui était dans le convoi des mineurs est immédiatement intervenue sur l'accident.
Et mon frère et Vadim étaient morts définitivement, mais les 2 Afghans étaient très grièvement blessés, ils ont été évacués. Malheureusement, ils sont morts quelques heures plus tard. Et moi, à ce moment-là, sans doute certains d'entre vous dans cette salle ont vécu des épisodes peut-être pas identiques, mais de perte de proches, comme ça, de façon inattendue. Moi, après ces 10 secondes de blanc, j'ai été dans dont les psychiatres m'ont expliqué par la suite que c'était vraiment un mécanisme normal de défense pour me protéger de la scène qui était trop brutale. Après ça, j'ai été dans une forme d'ultra-réaction. Je suis devenu extrêmement lucide, attentif à tout ce qui se passait. Et ça aussi, le psychiatre m'a expliqué que c'était un autre mode de défense. Je suis devenu un acteur pour pas sans doute me faire submerger par ce qui se passait. Donc j'ai voulu faire attention que les corps soient dans leur intégrité, que les objets qui avaient été éjectés de la voiture soient rassemblés, que toutes les affaires, qu'on ne laisse rien sur ce lieu-là. Et je me dis, il faut ramener tout le monde à la maison. On ramène Vadim et Thomas à la maison. Mais ce qui s'est passé, qui a été très curieux et qui est peut-être la chose qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que moi j'étais dans cette ultra-vigilance, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la confusion qui m'imprégnait. Et cette confusion, elle n'était pas la mienne. Moi j'étais, je vous dis, dans une ultra-réalité, très attentif à tout, mais il y avait comme un flottement, comme une stupeur qui était là, et qui n'était pas à moi. Je ne sais pas comment décrire ça différemment, mais ce n'était pas à moi. Et ça m'a poussé, mais instinctivement, à m'agenouiller auprès de mon frère, à lui prendre la main et à regarder au-dessus, dans le vide qu'il y avait au-dessus de son corps, et à lui expliquer ce qui venait de se passer. J'ai parlé tout seul, je pense que c'était à voix haute, pour dire dans le vide au-dessus du corps de Thomas, Thomas, t'es mort, je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Vadim, vous êtes morts tous les 2, je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper de vous ramener. Et je peux vous assurer que dans ces moments-là, c'était pas une croyance, c'était pas une pensée, c'était juste un acte de mon être tout entier qui sentait la nécessité de devoir dire ça, de devoir rassurer, de devoir calmer cette espèce de confusion. On ramène les corps à la maison, à Kaboul. À l'époque, c'est les talibans, il n'y a pas de morgue, il n'y a rien du tout. Donc avec quelques amis humanitaires, on prend la décision, enfin ils prennent la décision pour moi parce que moi je n'arrive plus, qu'il faut vraiment évacuer les corps sur le Pakistan parce que sinon ça va devenir très problématique. En plus on est un jeudi, donc le lendemain c'est vendredi, tout est fermé. Donc avec un ami qui dirigeait une ONG à l'époque, lui il prend les choses en charge, il fait venir un médecin pour qu'on fasse un constat de décès et on fait venir un petit avion du CICR qui va nous évacuer en milieu d'après-midi sur Islamabad où les corps vont pouvoir être mis à la morgue. Mais entre-temps, il a fallu que j'appelle mes parents, il a fallu que j'appelle la maman de Vadim pour leur annoncer cette nouvelle. Ça, c'est peut-être à y réfléchir aujourd'hui la chose qui a été la plus difficile, plus peut-être que de devoir prendre mon frère. Et cette confusion, elle continue à être là. Et ce qui est drôle, c'est que j'arrive à vraiment dissocier complètement mon état d'esprit intérieur de cette confusion flottante. Comme si, enfin c'est la façon dont je l'interprète aujourd'hui, comme si d'une certaine manière, la confusion dans laquelle mon frère était encore là, quelque part, malgré le fait que théoriquement il soit mort et donc plus nulle part, c'est comme s'il était encore confus et c'est comme s'il m'imprégnait. C'est comme si ça me baignait. Et je vais, alors que je suis quelqu'un de plutôt qui n'aime pas foutre trop de bazar, qui n'aime pas créer l'embarras, je vais malgré tout insister auprès du consul français, que je vois que ça embête, de m'autoriser à retourner à la morgue le lendemain pour à nouveau prendre les mains de mon frère et lui parler. Parce que je sentais que c'était absolument important que je fasse ce geste-là, que je dise ces mots, que j'essaie de... Voilà, ça me paraissait complètement... Enfin, pour moi, c'était du domaine de l'irrationnel, mais je ne me posais même pas la question de savoir si c'était irrationnel ou pas rationnel. C'était quelque chose à faire. Et puis, on va devoir attendre une semaine que des cercueils adaptés au transport aérien des corps viennent de France. On ramène les corps en France, on les enterre, et puis les jours passent, et puis les semaines passent, et puis les mois passent, et puis je vis avec ça, je vis une nouvelle vie, avec tout d'un coup un frère mort, avec des parents qui ont perdu un fils, et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je suis perdu,
rien autour de moi ne m'offre un espace de discussion, de dialogue, si ce n'est ma compagne, mais au-delà de ça, au-delà de... On peut pas parler, on ne peut pas discuter, on ne peut pas dire, on ne sait pas quoi dire, on est dans un non-existant, dans un non-être. Et dans les mois qui vont suivre, quand l'espèce de stupeur de l'accident va commencer à s'apaiser un petit peu, et me faire une vie avec un certain nombre de compromis. Donc j'ai trouvé au fil des ans un moyen extraordinaire pour supporter l'éteignage de ses rêves, c'est l'alcool. Je le conseille à quiconque avait des rêves importants dans l'enfance et ne les a toujours pas menés à bien. Picoler, ça vous aide vraiment à passer ce cap. Et je dis ça en plaisantant, mais j'aurais pu m'engloutir dans cette vie-là. Et curieusement, paradoxalement, la mort de Thomas a réactivé ce feu, a réactivé cette envie de mettre du sens sur ma vie, sur la mort, sur ce monde, au-delà des apparences observables, au-delà des critères selon lesquels notre vie doit être une vie heureuse, réussir sa carrière professionnelle, réussir sa vie de couple, avoir un écran plat, un chien, une maison. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre ? Et j'avais fait pas mal de compromis pour laisser cette question un peu de côté. Sauf que là, tout d'un coup, à 33 ans, la mort de Thomas réveille tout ça. Et je m'aperçois assez rapidement qu'il va être absolument impossible de revenir en arrière. Et très curieusement, alors que j'étais déjà devenu assez alcoolique, j'arrête avec une facilité déconcertante. Et je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis quasiment 18 ans, parce que tout d'un coup, mon désir d'être lucide, d'être disponible et de comprendre tous les éléments qui pouvaient m'être donnés était devenu la priorité. J'avais plus envie de comprendre le monde que de m'anesthésier, de me mettre à distance ou de me protéger. Sauf que, voilà, comme je vous l'ai dit que je n'ai pas passé le bac, j'ai eu un prof de philo dans le mois de terminale que j'ai fait, qui a été tellement bon que c'est grâce à lui que j'ai eu envie de quitter la scolarité. J'ai eu des parents qui ont été suffisamment inconscients, confiants pour accepter que je quitte ma scolarité 8 mois avant de passer le bac en disant « bon, on te fait confiance ». Cette confiance a été pour moi un socle de construction colossal. Et quand, à 21 ans, j'ai publié mon premier article dans Le Monde, alors c'était un petit entrefilet sur la révolution au Népal, un feuillet et demi, mon père a pris cet article, il m'a dit « bon, ça c'est ton bac ». J'ai perdu le fil. Vous aussi d'ailleurs. Enfin, voilà, le prof de philo. Donc, c'était juste une petite digression, pas très gentille pour lui, pour dire que dans l'émergence de toutes ces questions, de toutes ces envies de réponse un peu existentielles, j'étais tellement nul en philosophie que j'avais absolument pas l'outillage pour aller me nourrir de la réflexion des penseurs, des philosophes qui, pour certains, ont vraiment exploré avec beaucoup de talent cet espace-là. Donc j'étais inadapté à l'exploration intellectuelle de cette question-là. J'avais envie de trouver des réponses, mais je ne savais même pas comment aller les chercher dans Aristote, Platon. Je n'avais même pas l'idée que ça puisse être possible. Je n'avais pas non plus envie d'aller dans le spirituel. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais 10 années et plus de journalisme m'avaient confronté à une réalité très tangible de gens qui se battent, de gens qui crèvent la faim, de gens qui se font exécuter devant mes yeux, d'enfants qui crèvent de faim avec un gros bide et des côtes saillantes. Donc pour moi, la spiritualité, ça me semblait tellement abstrait par rapport à la réalité si crue et si difficile de cette planète, loin du confort de la France, que pour moi, c'était une sorte de bonus, de plus, mais qui n'était pas un outil non plus en capacité de répondre à mes interrogations à l'époque. Et puis surtout, pour moi, spiritualité, à ce moment-là, était synonyme de religion. Je ne faisais pas le distinguo entre les deux. Et le religieux, pour moi, quelle que soit la beauté des différentes traditions religieuses, quelle que soit la foi et l'engagement de ceux qui pratiquent ces différentes voies, ça reste des voies subjectives. L'entrée dans une religion, c'est une rencontre, c'est la foi, c'est quelque chose de complètement qui n'est pas du domaine de la raison, qui est du domaine de la transcendance, d'autres choses. Donc là aussi, si
quelqu'un peut s'épanouir dans la voie de l'islam, quelqu'un peut s'épanouir dans la voie chrétienne, bouddhiste ou autre. C'est un chemin intérieur. Pour moi, ça n'avait pas une forme d'objectivité rationnelle, cartésienne, qui était en fait mon unique façon de voir le monde et la réalité. Moi, je questionne, je pose des questions, je croise les réponses, et quand 4 personnes m'ont donné à peu près la même réponse, j'en fais l'élaboration d'une théorie qui est un peu plus solide. Sauf que là, si j'interroge 4 croyants, ils vont tous me donner une histoire différente. Donc, voilà, vous voyez où j'en étais. Et donc, voilà, face à la mort, 1 an, 2 ans après la mort de Thomas, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. En plus, comme je suis un mec, je pense que je suis costaud et que je gère, donc je ne vais même pas demander de l'aide à un psychothérapeute. C'est pas pour moi. Je suis pas malade, je gère. Enfin, jusqu'à ce que ma femme me fasse comprendre que je gère pas du tout. Mais il a fallu encore attendre quelques années pour ça. Et en fait, par une succession d'accidents et de hasards qui n'en sont évidemment pas, j'ai entendu parler à un moment des expériences de mort imminente. Et notamment parce que certains témoignages d'expériences de mort imminente suivent un accident de voiture, par exemple, comme celui qu'avait vécu mon frère. Sauf que mon frère, on n'a pas pu le ranimer, il était mort, mais je commence à entendre des témoignages de gens qui ont des accidents de voiture, sont en coma ou en arrêt cardiaque, sont conduits à l'hôpital, et quand on les ranime, quand ils ont réussi à les ramener, ils vous disent qu'ils n'étaient pas du tout inconscients, mais qu'ils étaient au-dessus de la scène, qu'ils avaient vu les pompiers, qu'ils avaient vu tout ce qui se passait, et qu'ils ont réintégré leur corps, comme on réintégrerait une combinaison de plongée un peu étriquée, et qu'on retrouve la souffrance, le froid. Et je me dis, tiens, ça doit être une hallucination, ce truc-là, vu que le cerveau, il ne marche pas, a priori, si le cerveau ne marche pas, ça ne peut pas générer une forme d'expérience de cette nature-là, donc c'est un rêve, une hallucination, et je suis intrigué par un livre ou deux que je lis, parce que malgré tout, je me dis, voilà, vieille leçon de mon voyage de 19 ans en Afghanistan, arrête de t'imaginer que tu as les réponses à tout de suite, quoi. Va lire un peu, va te documenter, va faire un peu d'enquête. Et en commençant un peu à enquêter sur ce sujet, je découvre que les réponses toutes simples, de dire non, les expériences de mort imminente, c'est forcément quelque chose dans le cerveau, chose que vous allez entendre autour de vous, de par des médecins, de par des chercheurs, des gens à la télévision qui vont dire oui, voilà, ou Science et Avenir ce mois-ci qui fait un dossier sur la mort, qui vous explique que voilà, on a enfin trouvé l'explication. L'expérience de mort imminente, c'est dû à un facteur de stress qui déclenche une énorme vague électrique dans le cerveau dans les minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. En fait, quand on commence à enquêter sérieusement, comme je le faisais auparavant sur les routes du trafic d'héroïne, sur les mouvements secrets au sein des talibans ou je ne sais quoi, je découvre que là non plus, les idées toutes simples, toutes faites, auxquelles je pensais adhérer, elles ne tiennent pas vraiment la route. Et en fait, plus j'avance, plus je m'aperçois que l'espèce de certitude un peu qui a l'apparence de la science, de nous dire oui, tout est forcément dans le cerveau, toutes ces expériences sont forcément subjectives et sont du domaine de l'hallucination, c'est basé sur rien. C'est basé sur une croyance, une hypothèse. Hypothèse, c'est le mot scientifique pour dire croyance. Une hypothèse. L'hypothèse qui n'est pas basée sur une démonstration scientifique, qui est basée sur un postulat qui a pris source en Occident, il y a 3-4 siècles, de constater que la nature, le monde, l'environnement étaient faits de matière. Donc dans l'espèce d'opposition qu'il y a eu à un moment entre une avancée scientifique et l'imprégnation du religieux et du spirituel dans notre société, il y a eu une petite bagarre et la science, d'une certaine manière, a gagné en disant, je résume à l'extrême là, mais en gros c'est un peu ça, la science, il y a 3 siècles, a gagné en disant, voilà, tout est matière, tout est matériel, donc le domaine du religieux est un espace de croyance, mais qui n'a rien de prouvé, qui n'a rien de scientifique. Ce qui est prouvé, c'est que la matière est l'unique réalité qui nous entoure, et que sous-entendu, le monde de l'esprit appartient au domaine de la religion et de la croyance. Et ça, c'est développé, c'est construit, c'est étoffé, c'est étayé, c'est nourri soi-même comme une espèce d'hydre colossal de ses propres observations. Donner un autre exemple, quand on dort, on a une activité cérébrale qui est différente de celle de notre état en état de veille. Donc, sous-entendu, quand on est inconscient, on a tel type d'activité cérébrale. Ça veut dire que le type d'activité cérébrale crée notre conscience.
ou alors un autre registre, quand on donne, je ne sais pas, telle substance au cerveau, ou quand le cerveau est empêché de fonctionner de façon normale, ça altère notre fonctionnement, ça altère le fonctionnement de la conscience. Du coup, causalité directe, l'action sur le cerveau crée l'état de conscience. Ben non. Pourquoi ? C'est comme si vous disiez la vibration de telle corde crée la symphonie de Beethoven. C'est comme si vous analysiez la musique classique ou telle symphonie ou telle sonate en observant l'activité des différentes cordes d'un grand piano. Ça vous paraît évident ? Ou plus encore même, c'est comme si vous essayez d'explorer les différentes activités chimiques, enfin plutôt électriques, dans un transistor et dans un poste de télévision, par exemple, en disant, ben voilà, dès que le petit machin s'allume, tout d'un coup, il y a ça qui apparaît à l'image. Ça veut dire que l'image, elle est créée par ce petit machin qui s'allume dans la télévision, dans le poste. Bon, ça vous paraît évident de dire, bah non, les émissions de télé, elles ne sont pas créées dans le poste, elles sont dans l'air, c'est des ondes, et elles sont détectées par des appareils qui vous permettent de recevoir une image et un son et un truc cohérent. Et donc, en fait, en continuant à travailler, je commence à entendre parler non pas des farfelus qui reviennent d'Inde après 6 mois de stage, mais des médecins qui étudient les expériences de mort imminente depuis 20 ans, qui ont publié des articles scientifiques. Je commence à entendre des gens qui me disent, en fait, le cerveau, c'est peut-être plutôt comme un poste de télévision, c'est peut-être plutôt comme une radio, qui non pas fabrique la conscience ou le sentiment d'être nous, mais qui la capte, qui lui permet d'être active dans notre monde et dans notre réalité en 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Sous-entendu, quand le cerveau cesse de fonctionner, ça ne fait pas cesser de fonctionner cette émission, appelons-la cette conscience qui est en dehors. Alors ça, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui a le mérite de matcher avec un nombre incroyable d'observations, et notamment ces expériences de mort imminente. J'en dis juste encore quelques mots, enfin je surveille parce que... Ouais. Les expériences de mort imminente, c'est un sujet absolument fascinant à plusieurs titres. Ça fait un peu plus de 40 ans qu'on reçoit des témoignages de plus en plus nombreux de ce type d'expérience. Pourquoi ? Parce qu'il y a une 40aine d'années, on commençait à être développées et pratiquées des techniques de réanimation qui permettaient de ramener des gens qui étaient en arrêt cardiaque, qui auparavant mouraient tout simplement. Donc ces techniques ont permis de ramener aujourd'hui sans doute des millions de personnes, et 20% d'entre elles, suivant les différentes études qui ont été faites, 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque reviennent en disant j'étais pas du tout inconscient, j'étais au-dessus de mon corps, ou j'étais dans la lumière, ou j'étais avec mon grand-père qui est mort il y a 8 ans, qui m'a dit que c'était pas le moment, qu'il fallait que je revienne. Et ces expériences comportent notamment un élément qui, pour moi, a focalisé toute mon attention pendant ces premiers temps d'enquête, qui est la partie autoscopique, c'est-à-dire la partie hors du corps, où les gens disent être au-dessus de la scène où il y a leur corps, par exemple, voire même dans d'autres endroits éloignés de là où leur corps a été accidenté, sur une table d'opération où ils disent se promener, etc. Et les récits qu'ils ont faits sont vérifiés. Et ce n'est pas juste une petite histoire par-ci par-là que m'a raconté un type que j'ai croisé un soir d'hiver, je ne sais quoi. C'est des milliers de témoignages, des milliers de médecins qui sont témoins de ce genre d'expérience. Pour vous donner un exemple, j'avais rencontré au début de mon enquête un vieux monsieur qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Jean Morzel, qui était un Toulousain, assez haut en couleur. Jean, pendant son service militaire en 1949, s'était tiré une balle à blanc dans le plexus. Il était en manœuvre quelque part dans les montagnes toulousaines, et au moment de la pause, ils avaient tous mis leur fusil en épi, comme ça, et au moment de repartir en manœuvre, il a attrapé son fusil, qui était coincé dans je ne sais pas comment, et il s'est tiré une balle, là. Et à l'époque, c'était des balles en bois, les balles à blanc. Donc il s'est explosé le foie plein d'échardes, il est évidemment tombé, enfin pas tout de suite dans le coma, mais il était très loin d'un hôpital, et puis on était en 49. Donc pendant son transport, il est finalement parti complètement dans le coma. Quand il est arrivé à l'hôpital de Toulouse, il était complètement inconscient, dans le coma. On l'a emmené au bloc opératoire, on est allé chercher le chirurgien qui n'était pas présent, qui était parti au cinéma avec sa femme. Le temps qu'on ramène le chirurgien, Jean était toujours dans le coma, on l'avait préparé sur une table d'opération. Il y avait peu d'espoir de le ramener parce que le foie, à l'époque, c'était pas quelque chose qu'on réussit à travailler comme aujourd'hui en bloc. Donc il y avait très très peu de chances de survie. Donc le chirurgien ne devait sans doute pas penser devoir passer longtemps dans le bloc. Sa femme l'attendait dans le couloir. Et voilà que l'opération commence.
Et voilà que Jean sort de son corps. Il s'envole, il se retrouve dans un coin de la pièce, il voit le bloc, il voit tout, mais il voit pas comme là je vous vois, où je vois un panneau à peu près 180 degrés, il voit tout comme s'il était partout, à 360 degrés. Il voit des détails comme s'il était dessus, mais il voit aussi la scène d'ensemble. À tel point qu'à un moment, il voit même sous la table d'opération, donc sous le champ opératoire, sous son corps, sous tout, il voit même une inscription avec marqué « Armes et cycles de Saint-Étienne », qui est visiblement le nom du fabricant de la table d'opération. Il est tout près d'un mur, il traverse le mur, il a l'impression de voir chaque grain des galets de la Garonne. La Garonne, oui. Enfin, du fleuve qui coule à Toulouse, là. Mon père géographe, pardon. Et puis il passe dans une autre pièce, il part à l'extérieur de l'hôpital, il voit un garage à vélo, il voit la disposition de l'ensemble du bâtiment, il est dans le couloir, il voit la femme des chirurgiens. Et puis il a une longue expérience, il est bien, il est très très bien en fait. Et puis à un moment il regarde au-dessus et puis il voit, ça m'avait frappé ça, il me dit « j'ai vu un corps ». Et je le reprends dans l'interview, je lui dis « vous êtes vu vous ?» Il fait « non, j'ai vu un corps ». Et je comprends plus, je dis, mais c'était pas vous? Si, il me dit, si, c'était moi, mais pour moi, c'était pas moi. Moi, j'étais pleinement moi-même, là où j'étais en haut de cette pièce. Le corps, alors, ça m'appartenait plus, c'était pas important, c'était plus moi du tout. Il y a, en l'espace d'une fraction de seconde, une espèce de distanciation colossale entre ce qu'il considère être lui, d'un corps qui, quand on se regarde dans la glace et quand on se touche, on a l'impression que c'est la seule personne que nous sommes. Et puis, au bout d'un long moment, il se sent finalement aspiré, et il va réintégrer son corps. C'est lui qui m'a donné la comparaison d'un costume de plongée dans lequel on rentre, c'est mouillé, c'est froid. Et là, il retrouve dans une souffrance. Et quand il sort de l'opération, parce que finalement, il va réussir à être sauvé, quand il se réveille, il est obsédé par ce qu'il a vécu. Il dit, mais qu'est-ce que c'était que ce rêve? Qu'est-ce que c'était que ce truc que j'ai vécu? C'était tellement bien. Donc là, pendant une semaine, il dit rien. Il est dans son lit, il n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir être suffisamment costaud pour se lever, aller à la fenêtre et voir si ce qu'il a vu de l'autre côté de la fenêtre, ça correspond à ce rêve. Et quand au bout d'une semaine, il se sent de se lever, il va à la fenêtre et il voit exactement le même garage à vélo que celui qu'il a vu dans cet hôpital, dans lequel il est arrivé dans le coma et dont il n'avait absolument aucun moyen cognitif de ses 5 sens d'avoir perçu quoi que ce soit. Et ça lui donne confiance. Il dit, mais il s'est passé quelque chose de réel, il s'est passé quelque chose de plus important que c'est pas juste un rêve. Donc quand son médecin arrive, le jeune chirurgien qui l'a opéré, il lui parle de ça. Donc le jeune chirurgien, son premier réflexe, c'est de dire, bah oui, c'était 49, donc c'était 20 ans avant que Raymond Moody publie le premier livre qui parle des expériences de mort imminente. Le chirurgien lui dit, bah, vous inquiétez pas, vous avez souffert, vous avez été en état de choc, c'est sans doute lié à ça. Et là, Jean lui dit, mais si, je vous assure, j'avais vraiment l'impression de voir des choses. Je vous ai vu, j'ai vu votre femme dans le couloir. Alors là, le chirurgien dit... Et puis j'ai même vu ce qui était marqué sous la table. Et là, il lui dit, j'ai vu que c'était marqué « Armes et cycles de Saint-Étienne ». Là, le chirurgien sort de la chambre et bon, écoutez, on va régler ça tout de suite. Il va dans le bloc opératoire et le monsieur revient 2 minutes après dans la chambre de Jean, blanc comme un linge, en lui disant, mais comment c'est possible? Et en général, les médecins, quand ça leur arrive, il y en a un certain nombre qui dit bon, c'est bizarre, et je m'en fous. Et puis il y en a quelques-uns, malheureusement, ce n'est pas les plus nombreux, qui se disent là, ça, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Cet homme, il est en coma, j'ai son foie dans la main, il est évidemment complètement inconscient, complètement incapable de se promener, complètement incapable d'aller voir ce qu'il y a sous le champ opératoire caché. Comment est-ce qu'il peut me dire ça alors qu'il n'est même pas sorti de sa chambre, il vient de sortir de réanimation? Et j'ai rencontré un certain nombre de ces médecins qui, au lieu de se débarrasser du truc en disant « je m'en fous, on verra ça plus tard », se sont questionnés. Et notamment un cardiologue hollandais qui s'appelle Pim van Lommel, qui est à l'origine de la première étude publiée dans The Lancet, qui est la grande revue médicale extrêmement académique de médecine. C'est le premier à avoir publié une longue étude sur l'expérience de mort imminente. Il s'est dit, si cette expérience, elle arrive, je vais prendre plusieurs hôpitaux au hasard, je fais une étude prospective et je vais récolter tous les dossiers des gens qui ont fait un arrêt cardiaque dans ces différents hôpitaux. Il a récolté un peu plus de 360 dossiers et sur ces dossiers, ils ont commencé à interroger les 360 patients en faisant des questionnaires, non pas en leur demandant « est-ce que vous avez vu la lumière ou autre », mais en faisant des questions détournées pour permettre qu'une expérience un petit peu étrange de cette nature puisse
puisse ressurgir. Il y a des questionnaires comme ça qui ont été développés par la recherche américaine notamment. Et cette étude a permis de mettre en évidence que 18% de ces 360 et quelques personnes avaient vécu des épisodes de mort imminente. Notamment un monsieur, ça aussi c'est une histoire que je raconte parce qu'elle est assez troublante. Comme Jean, ce monsieur est arrivé à l'hôpital inconscient, dans le coma. L'équipe d'urgence est intervenue immédiatement sur lui, a essayé de l'intuber, ça ne passait pas. Donc on s'est aperçu qu'il avait un dentier, donc on lui enlève le dentier, on l'intube. Le dentier est posé sur un meuble à côté, et puis le type est réanimé, finalement on le stabilise, mais il est toujours dans le coma, et il ne va reprendre connaissance que plusieurs jours plus tard. Et dès qu'il reprend connaissance, il n'a plus son dentier, ce monsieur, et il gueule. Il dit « Où sont mes dents ? Où sont mes dents ?» Et on cherche ses dents, personne n'a retrouvé ses dents, dans la frénésie du service des urgences, elles ont disparu. Et puis une semaine après à peu près son réveil, tout d'un coup, il voit une infirmière entrer dans la chambre et dit « Ah, c'est elle qui sait où sont mes dents, c'est elle qui m'a enlevé le dentier. » Et la fille est un petit peu surprise parce qu'effectivement, c'est elle qui a enlevé le dentier pour intuber le monsieur. Elle était partie en congé pendant la semaine. Comment ce monsieur, qui était évidemment en coma, inconscient, les yeux fermés, dans une situation tellement urgente qu'il fallait l'intuber et le réanimer, comment ce monsieur pourrait avoir le souvenir de cet épisode-là? Et des histoires comme ça, je pourrais passer la nuit à vous en raconter, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, qui attestent de la vérification et de la justesse des perceptions qui ont été celles des patients qui ont vécu ces expériences-là dans leur partie de sortir du corps. Après, il y a toute une dimension d'ordre spirituel, psychologique, subjectif, qui a un énorme impact sur les gens qui traversent ces expériences-là, en positif comme en négatif. Il faut le dire aussi, les expériences de mort imminente ne sont pas à 100% des expériences angéliques, géniales, avec l'amour et le tunnel. Il y en a une certaine quantité de personnes qui vivent des expériences très, très angoissantes pour eux. Et ça, c'est beaucoup passé sous silence. Mais globalement, c'est quand même plutôt assez lumineux, assez aimant, assez bouleversant. Et donc, l'impact psychologique sur les gens qui ont vécu ces expériences est aussi absolument colossal. Et ce qui est curieux, pour en avoir parlé avec beaucoup de psychologues, vous frôlez la mort, mais sans vivre une expérience de mort imminente, vous n'allez pas nécessairement changer toute votre vie. Vous n'allez pas changer nécessairement vos grilles de valeurs. Vous n'allez pas avoir cette espèce de transformation profonde qui va s'étaler sur plusieurs années. Or, les expériences de mort imminente génèrent vraiment un bouleversement intérieur très profond. Une expérience de quelques secondes, de quelques dizaines de secondes, va avoir cet impact sur une vie entière. Et ça, pour moi, c'était secondaire à ce moment-là, parce que je m'intéressais vraiment à ce qui était tangible et vérifiable, mais cet impact psychologique, sans aucune commune mesure de ces expériences sur la vie des gens, est aussi un facteur qui va dans le sens d'une réalité, d'une forme de transcendance, qu'on n'est pas simplement dans un rêve, qu'on n'est pas simplement dans un délire, dans quelque chose. Il y a un autre témoignage qui m'avait frappé, c'était le cas d'un jeune garçon que j'avais filmé d'ailleurs dans la série dont je m'occupais sur M6, Enquête extraordinaire, qui était un garçon qui avait fait une tentative de suicide et qui avait vécu son expérience de mort imminente pendant sa tentative de suicide. Donc voilà quelqu'un qui se suicide parce que la vie est trop dure, parce qu'il y a trop de difficultés, c'est insupportable. Il arrive dans la lumière, il arrive dans une expérience qui est une expérience de félicité, de bonheur absolu, donc a priori c'est plutôt hyper cool, et il ne fait pas de récidive. Et quand on fait des études sur des gens ayant vécu une expérience de mort imminente suite à une tentative de suicide, on s'aperçoit qu'il y a 0% de récidive. Alors que chez les gens qui font une tentative de suicide sans vie d'expérience de mort imminente, vous avez un taux de récidive qui est assez élevé. C'est comme si le fait d'être passé de l'autre côté, le fait d'avoir vécu cette expérience, d'avoir imprégné, comme l'était Jean Morzel dont je vous parlais tout à l'heure, de l'évidence qu'ils avaient pénétré le monde de l'après-vie, leur donnait une sorte de sens, leur donnait une sorte de lecture différente de la réalité, et leur faisait ce que m'a dit ce témoin qui avait fait sa tentative de suicide, comme si tout d'un coup la vie prenait une couleur différente et je me dis « Ah ok, je comprends pourquoi c'est dur ». C'est un peu comme si vous êtes en première année de médecine, mais que vous ne savez pas sur quoi ça va déboucher, vous êtes noyé par les études, les devoirs, la tension, la pression. Et puis vous avez envie d'arrêter parce que c'est insupportable, vous ne pouvez plus, vous êtes trop crevé, quoi. Sauf que vous ne savez pas que vous allez peut-être avoir un diplôme à la fin qui va vous permettre d'exercer ce métier-là. La mort, c'est un peu comme si ça... Enfin, l'expérience de mort imminente, c'est un peu comme si ça faisait un reset psychologique, comme si tout d'un coup, ça vous remettait une espèce d'assurance de cette dimension qui, aujourd'hui, pour moi, est une profonde réalité, de cette dimension plus vaste de notre existence. Je vais enchaîner parce que... Oh purée, qu'est-ce que je suis bavard.
Et je suis maladroit. Je débute, on m'a donné ce truc qui est très écolo, mais qui souffle trop vite. Donc après m'être rendu compte que je pouvais exercer ce métier en étant extrêmement rationnel, en ne perdant pas pied, en m'intéressant à des sujets qualifiés de surnaturels comme les expériences de mort imminente, sans devenir moi-même un fada ou un croyant, mais que je pouvais continuer à faire exactement le même métier et de la même façon que ce que je faisais avant, en Afghanistan ou ailleurs, j'ai poursuivi ça. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune question qui était taboue. Il y avait juste des mauvaises manières de les poser, ou il y avait juste peut-être des façons de se satisfaire trop rapidement de certaines réponses. Et moi, je ne sais pas pourquoi, il y a un espèce de côté jusqu'au boutiste, un peu bourrin chez moi, qui fait que quand je pose une question et que j'obtiens une réponse, plutôt que de m'en satisfaire et de m'asseoir dessus, ça en génère de nouvelles questions, et ainsi de suite. Donc en fait, dans cette espèce de cheminement un peu schizophrène, j'ai avancé pendant 1 an, 2 ans, en rencontrant des témoins, en rencontrant des médecins, et puis en élargissant progressivement le champ de mes investigations. Le sérieux du dossier des expériences de mort imminente m'a conforté dans l'hypothèse que notre certitude absolue que la conscience s'arrête après le fonctionnement du cerveau ne tenait pas la route, qu'il y avait d'autres choses, qu'il y avait d'autres dimensions à explorer. Et ça a correspondu un peu à un moment où un prêtre très bizarre, que certains d'entre vous connaissaient peut-être, qui s'appelait le père Brune, le père François Brune, qui était un prêtre qui passait dans l'église orthodoxe à la fin de sa vie, qui s'intéressait à tous ces phénomènes un peu inexpliqués autour des communications avec l'au-delà. Pendant un interview avec ce prêtre, il me parle des médiums. Et moi, même si j'essaye de ne pas avoir d'a priori, même si je suis très conscient sur notre capacité à toujours vouloir émettre un jugement un peu péremptoire très vite, malgré tout, il y a une partie de moi qui me dit « ouais, médium, ouais, j'y crois pas trop ». Et puis, François Brune me dit « mais vous devriez rencontrer, en l'occurrence, Henri Vigneault, qui est toujours d'ailleurs un médium qui est à Paris. Allez le voir, prenez rendez-vous, et puis vous ferez une idée par vous-même ». Donc je prends rendez-vous avec ce médium qui à l'époque pratique depuis 20 ans, dans un petit appartement du 13e arrondissement. Mon histoire, je n'ai pas publié quoi que ce soit à l'époque, donc personne ne la connaît, et encore moins un médium qui ne lit pas ni les journaux ni rien. J'arrive juste à sa demande avec une photo de Thomas. Et je lui pose la photo sur le bureau et je lui dis « bon, moi je ne vous dis rien parce que c'est vachement important pour moi de pouvoir juger un peu de ce que vous allez faire, donc je me tais ». Et il me dit « oh, vous êtes dur, vous ». Je dis « vous êtes marrant ». Donc il prend la photo, on est dans la pénombre en plus, il n'y a pas trop de lumière, il a besoin d'être dans le noir pour se concentrer, il prend la photo comme ça, et instantanément il la regarde à peine, il la pose sur son front, et puis il ferme les yeux, et puis il est comme ça. Et puis il me dit oh, j'ai un choc, j'entends un bruit de tôle, de voiture, il est mort dans un accident de voiture. Oui. Ah, puis j'ai mal à la tête, il y a un choc à la tête, il a été blessé à la tête. Oui. Donc je réponds que par oui ou par non. Et à partir de là, pendant les 45 minutes qui vont suivre, il va me décrire l'accident, les circonstances, le paysage, le caractère de mon frère, plein d'éléments qui me troublent vraiment beaucoup. Je me dis, mais comment ce type-là peut... Je suis hyper vigilant à ce que je dis quasiment rien. Enfin, je réponds juste par oui ou par non, mais je n'ai pas le sentiment de l'aider, je n'ai pas le sentiment que c'est moi qui mets dans sa bouche des réponses. Donc, mais je me disais, bon, s'il communique avec mon frère va lui dire « Salut, je m'appelle Thomas », ou un truc dans ce genre-là. Et à aucun moment, le médium dit « Votre frère s'appelle Thomas ». Et moi, je bloque là-dessus. Et au bout de 45 minutes, la séance est terminée. Je suis un peu troublé quand même, mais je suis bloqué sur l'idée que s'il parle à un mort, la chose la plus simple, c'est de lui dire comment tu t'appelles, et puis il répond, et puis c'est réglé, quoi. Et pourquoi il ne lui a pas dit qu'il s'appelait Thomas? Donc je sors du rendez-vous, je rentre à la maison, ma femme me demande comment ça s'est passé, je dis écoute, tu veux écouter? Donc là, on réécoute l'enregistrement. Et puis à la fin des 45 minutes, je suis désolé, hein, je vais dire ce qu'elle a dit, elle est basque, et il faut que je respecte sa douceur. Elle me dit mais t'es con, quoi. Elle me dit, tu te rends compte du nombre de détails, du nombre d'éléments qui n'a aucun moyen rationnel de connaître. Il parlait à ton frère. Alors, il y a une partie de moi qui me dit oui, mais en même temps, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui sont quand même à des degrés de doute encore
différent. C'est pas un médium en 45 minutes qui va me convaincre qu'il y a une vie après la mort comme ça, et puis c'est réglé. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est la même chose. Moi, je suis troublé, intrigué, mais est-ce que j'ai pas laissé transpirer des choses? Est-ce que j'ai été si vigilant que ça? Est-ce que c'est si détaillé? Enfin, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de poursuivre, ça me donne envie de monter un protocole et puis de lire un petit peu la littérature et les recherches qui ont été faites sur la médiumnité. Et je découvre, encore une fois, c'est aux États-Unis, malheureusement, il y a un peu de recherche en France, mais pas beaucoup. Je découvre le travail de recherche de psychiatres comme Gary Schwartz à l'époque, ou une plus jeune aujourd'hui, avec qui je continue à travailler, qui s'appelle Julie Betchel, qui ont fait un travail pour essayer de comprendre la nature de la médiumnité. Et en fait, il faut se méfier de quoi? Bon, la triche, évidemment. Donc, il faut faire en sorte faire en sorte que le médium n'ait aucun accès possible à la biographie du défunt. Bon, ça, c'est assez facile de se protéger contre ça, en prenant des photos ou des défunts complètement anonymes. Mais après, il y a des choses plus insidieuses. Il y a ce qu'on appelle... vous avez vu sans doute les émissions de mentalistes, des gens qui sont capables de vous faire dire des choses sans même que vous compreniez comment. Le fils de ma femme fait de la magie, fait aussi du mentalisme. Je suis absolument stupéfait de voir comment il peut me faire dire des choses que j'ai l'impression de contrôler et de maîtriser en me demandant par exemple de nommer une carte ou de nommer un fruit. Il sait précisément ce que je vais nommer comme fruit ou ce que je vais nommer comme carte. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé des outils cognitifs pour me faire aller un peu là où il voulait. Donc, est-ce que les médiums, c'est ça, par exemple? Même inconsciemment. Je pense qu'il y a des charlatans, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent peut-être, de façon bien intentionnée, sans s'en rendre compte, pratiquer ce genre de choses. Est-ce que j'ai une grosse attente, en fait? Et évidemment que j'ai une grosse attente. Je vais voir un mec qui prétend communiquer avec mon frère, donc j'ai envie que ça marche. Donc est-ce que cette envie-là me rend un peu aveugle sur des choses négatives qu'il aurait dites, que j'aurais complètement occultées, en me focalisant uniquement sur les choses positives, les choses justes et réelles? Voilà, toutes ces questions qui sont du domaine de l'interprétation, de l'analyse en fait, de la séance en entier. Et en fait, les chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là ont éliminé toutes ces hypothèses, enfin tous ces biais possibles, notamment en faisant des expériences où le médium n'est pas en contact direct avec ce qu'on appelle le seater, c'est-à-dire la personne qui vient consulter pour un défunt. Imaginons que moi je viens consulter pour mon frère, le médium va être dans une autre pièce, moi je ne suis pas dans la même pièce que lui, et je lui transmets rien. Il n'a pas de photo, il a éventuellement juste un prénom. Ah, on me dit qu'il faut que je me taise. Il a éventuellement juste un prénom, mais pas plus. Et toutes ces réponses sont enregistrées. Julie Betchel, aux États-Unis, fait même des choses encore plus tordues. Elle fait des expériences en double ou en triple aveugle. C'est-à-dire que plusieurs noms de défunts sont tirés au hasard. Elle ignore tout de ces défunts. Elle récupère juste un prénom, qui est même parfois un prénom faux, un prénom codé. Elle téléphone au médium, donc elle ne connaît pas les défunts. Elle téléphone à la médium ou au médium. Elle lui dit, voilà, votre cible, c'est Jacques. Dites-moi le métier de Jacques, les circonstances de son décès, ses hobbies, et éventuellement s'il aurait quelque chose à ajouter. On note toutes les réponses du médium, tout ce qu'il dit. Et on fait plusieurs sessions comme ça, et ensuite on a demandé à la personne qui était en lien avec le Jack, son fils, son père ou je ne sais quoi, de donner les réponses aux questions qui ont été posées au médium. Et un juge indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Julie, qui ne connaît pas les médiums, qui ne connaît pas les défunts, qui ne connaît rien du tout, prend les différents comptes rendus des sessions de médiumnité, prend les différents descriptifs donnés par les familles des témoins et essaie de voir quoi match avec quoi. Et en général, ça match assez bien. Parce que, là encore je vais aller vite, mais parce que la médiumnité, les médiums obtiennent des informations qu'ils n'ont aucun moyen d'obtenir de façon conventionnelle. Parce que ces hommes, ces femmes sont capables de... Alors je vais être très très objectif. Je ne peux pas affirmer avec certitude, de façon scientifique, qu'ils obtiennent véritablement des informations des défunts. Ils obtiennent des informations de façon non conventionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer conventionnellement. C'est pas possible qu'une personne comme ça, qui n'a absolument aucune connaissance, soit capable de donner des détails si précis d'un défunt. Donc il y a deux hypothèses qui permettent d'expliquer comment ça se passe. L'hypothèse 1, il parle réellement à un défunt, l'hypothèse la plus simple, le défunt lui donne les infos et il les retranscrit, puis voilà. Hypothèse 2, ce qu'on appelle la
la voyance, les perceptions extrasensorielles, la télépathie, enfin toutes ces perceptions qui ont des noms différents suivant l'angle avec lequel elles sont étudiées, qui sont aussi une réalité et qui permettent à certains êtres, et même parfois à nous tous, d'obtenir des informations comme ça qui ne sont pas accessibles à nos 5 sens, à distance dans le temps ou dans l'espace. Et ça, c'est aussi une réalité qui a été testée en laboratoire. Donc, malheureusement, la véracité des comptes rendus médiumniques n'est pas une preuve en soi qu'ils communiquent vraiment avec des défunts. Après, ce que j'ai fait, comme je l'explique dans mes livres, ou ce qu'a fait Julie, par exemple, c'est qu'on entre dans une autre type d'enquête et qu'on va interroger les médiums sur leurs ressentis. Parce qu'eux ont l'expérience des différentes capacités perceptives. Ils ont l'expérience des flashs de voyance, des images qui leur apparaissent, et ils ont l'expérience des styles aussi du contact avec les défunts. Et quand on commence à discuter avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont une façon d'en parler très très différente. Soit qu'ils parlent avec un défunt, pour eux, soit qu'ils obtiennent une information en voyance. Un défunt, disent-ils, c'est une intelligence, c'est quelqu'un qui est là, c'est une énergie, c'est des voix, une voix qui va couper la parole, qui va interrompre un fil. Alors qu'un flash de voyance, une perception extrasensorielle, ça ressemble à un souvenir. Exactement comme si je vous dis, là, ce matin, souvenez-vous de votre petit déjeuner, vous allez avoir tous une image de là où vous étiez au petit déjeuner ce matin qui va vous apparaître. Ça, c'est un souvenir. C'est une image un peu statique. Il n'y a rien qui va faire irruption dans cette image de souvenir, c'est juste statique, c'est là. Sauf qu'un défunt, ce n'est pas une image, ça peut parfois l'être, mais ce n'est pas une image, c'est vraiment une intelligence. Je vais vous citer un exemple comme ça que j'ai vu en séance de médiumnité publique. Ça aussi, c'est un phénomène assez curieux, où les médiums ne pratiquent pas forcément seulement en consultation privée face à face, mais participent parfois à des conférences. Et à l'issue d'une conférence, ils font une médiumnité publique, c'est-à-dire qu'ils sont là, comme ça, à ma place, et puis ils commencent à détecter des défunts dans la salle et à demander, tiens, là j'ai un monsieur, ça correspond à qui? Il est mort pendu. Puis il y a quelqu'un dans la salle qui lève la main et dit, bah oui, mon fils est mort pendu. Enfin, parfois c'est un peu vague, c'est pas très très probant, parfois c'est juste assez estomacant, comme ce dont j'ai été témoin, notamment encore une fois avec Henri Vigneault. Il est sur scène, il capte quelque chose, il dit tout d'un coup, là, dans cette partie de la salle, il y a un monsieur qui est un défunt qui me montre une baignoire. Je ne sais pas si c'est lié à sa mort. J'ai l'image d'une baignoire et de lui dans la baignoire. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? La salle ne réagit pas. Donc Henri insiste un peu. Vous êtes sûr? Parce que cette image, elle est présente. Je ne sais pas si c'est lié à sa mort ou pas, mais personne ne réagit. Donc au bout de quelques minutes, Henri dit, bon, bah, si ça dit à quelqu'un, peut-être il est là pour une autre personne, on va essayer de passer à autre chose. Donc là, je vois Henri se concentrer, essayer de s'ouvrir à une autre présence dans la salle. Il est par là, puis tout d'un coup, il dit, ah, excusez-moi, mais le monsieur revient, insiste. Il me dit qu'il est effectivement tombé dans la baignoire et que c'est ce qui lui a causé sa mort. Il s'est fait le coup du lapin. Vous êtes sûr que ça dit, parce qu'il est vraiment présent, vous êtes sûr que ça dit rien dans cette partie de la salle ou n'importe où? Personne ne réagit encore. Donc à tel point qu'au bout d'un moment, bon, bah, il lâche quoi, l'affaire et puis il essaie de se reconnecter encore à une autre personne. Rebelote. Le type, Henri dit, ah mais excusez-moi, je suis encore coupé. Et vraiment, il me donne son prénom, il s'appelle Pierre. Il est là, donc il est là pour quelque chose. Et encore une fois, je vous la fais courte, mais pas de réaction dans la salle. Vous êtes médium, vous êtes devant une salle de 400 personnes. Vous vous plantez avec un mort qui fait réagir personne. Vous lâchez l'affaire, non? Enfin, moi, je serais... Et là, il fait l'inverse. Pourquoi? Parce que il m'a expliqué par la suite qu'il avait, lui, il a vraiment la sensation comme si j'avais d'autres personnes sur scène. Enfin, c'est vrai, il y en a dans la salle qui doivent les voir, ces autres personnes sur scène. Il les voit physiquement, il les entend, ou alors il ne les voit pas forcément, mais ils sentent une présence, comme quand vous êtes à un endroit et qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière votre dos, vous le sentez, vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas retourné, mais vous sentez qu'il est là. Et la chose la plus curieuse, c'est qu'à la pause, j'étais en train de discuter avec Henri pour justement parler de ça, et un jeune homme est venu le voir Henri, il dit « Excusez-moi, je ne me suis pas manifesté, mais Pierre, c'est mon papa. Il est mort effectivement dans sa douche en tombant, mais c'est la première fois que je viens, je ne voulais pas du tout me manifester, j'étais mal à l'aise, et là je les ai laissés discuter ensemble. » Mais ça, encore une fois, je pense que la preuve, ce n'est pas un élément pris isolément qui va tout d'un coup être une grande révélation. C'est qu'une expérience comme ça, j'en ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, ajoutée aux expériences de mort imminente, ajoutée au VSCD dont Christophe Fauré, le psychiatre,
pour certains d'entre vous qui étaient peut-être présents à sa conférence tout à l'heure, a peut-être évoqué le sujet. Ces sensations, après le départ d'un proche, de sentir sa présence, de le voir, d'avoir un signe, qui est une expérience extrêmement répandue. Je voudrais laisser un peu de temps à vous pour qu'on échange. Donc je vais conclure, mais je voudrais juste, en terminant, vous dire que le constat que j'ai fait aujourd'hui, après plus de 15 ans de travail sur ces questions, sur ces sujets, c'est que notre société, elle est en train de passer à côté de quelque chose, en s'enfermant dans une vision matérialiste, pseudo-rationnelle de la réalité, en se campant sur ces grands airs, en disant « Non mais moi je sais, la réalité je la connais, je sais à quoi correspond le monde, ce qui se passe dans le monde, les échanges, etc. » On se coupe d'une part de la réalité, une part de la réalité qui est absolument cruciale et importante. Moi je suis au quotidien de la mort depuis plus de 15 ans maintenant. Je pense à la mort, j'écris dessus, je réfléchis, j'en parle à ma fille qui a aujourd'hui 22 ans, qui depuis toute sa vie, elle a perdu son oncle, elle avait 4 ans, depuis toute cette vie-là, elle est habitée de la mort. Ma fille, elle est joyeuse. Moi, je suis quelqu'un compliqué à vivre, mais un petit peu joyeux quand même aussi. Je ne suis pas morbide. Et cette fréquentation de la mort, plutôt que de me rendre enfermé, triste ou effectivement dépressif, m'a montré la valeur de l'existence, m'a montré que cette vie-là, cette vie qu'on a, ce visage qu'on voit dans la glace le matin, c'est pas tout. C'est pas la totalité de notre existence. On vient d'avant, si tant est qu'avant le temps existe, et on continue après, encore une fois, si tant est que le temps continue à s'écouler après, de la même manière, ce que je ne crois pas. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui, et je suis arrivé à cette conclusion, encore une fois, non pas en faisant une retraite spirituelle au fin fond de l'Ardèche pendant 10 ans, je suis arrivé à cette conclusion en faisant mon métier de journaliste, en posant des questions sérieusement, en essayant de ne pas m'arrêter au premier truc qui me plaît parce que c'est joli, ça me plaît bien. Non, j'ai questionné sans cesse, sans relâche. J'ai sillonné le monde. Je suis allé dans tous les continents pour interroger à la fois les scientifiques ou des détenteurs de différentes traditions spirituelles, des chamans, des lamas tibétains, des médiums spirites à droite à gauche, pour essayer de croiser les informations. Est-ce que le chaman me dit la même chose que le lama tibétain qui me parle du bardo togol quand on a débarrassé leur récit de toutes les colorations culturelles qui imprègnent chacun de nos récits. Et oui, quand vous allez au cœur de ce que vous dit un chaman au milieu de la forêt amazonienne qui vous fait naviguer dans le monde des esprits, vous apercevez que c'est exactement la même chose que ce que vous raconte le lama tibétain qui étudie le bardo togol depuis 20 ans. Et que c'est exactement la même chose que ce que vous dit un médium quand lui aussi vous réussissez à le débarrasser de ses croyances chrétiennes ou autres. C'est la même chose que les traditions spirites du début du siècle. C'est la même chose que, en fait, l'humanité entière est baignée d'une façon intuitive de cette relation au spirituel, de cette relation à cette dimension immatérielle. Mais voilà, nous, depuis 3 siècles, on dit non, nous, on sait mieux que tout. On est allé sur la Lune, on sait fabriquer des armes qui tuent vachement bien. Donc, la réalité, on connaît, on maîtrise. Tous ces trucs-là, c'est des trucs spirituels, c'est des bêtises, ça n'existe pas. Si vous pensez avoir vu votre fille, madame, 2 jours après sa mort, c'est que vous hallucinez, c'est que vous êtes triste, vous avez mal. Est-ce que c'est rationnel de dire ça? Non, pas une seule seconde, parce que quand on se plonge un peu là-dessus, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout rationnel, et que ce n'est pas du tout la souffrance qui crée ces visions, que ce n'est pas du tout le cerveau qui crée des hallucinations, parce qu'il y a une petite giclée électrique. Comment une giclée électrique dans le cerveau peut faire qu'un mec qui est inconscient sur une table vous décrive ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital? Et j'ai l'impression qu'on est dans une forme un peu de flemme aussi, de flemme et de déni. Mais je comprends, ça, j'étais moi-même dans cette activité, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool m'y a aidé. On vit dans une société où on essaie de ne pas trop se confronter aux choses qui sont compliquées, aux choses qui nous obligent à changer nos modèles de la réalité, aux choses qui nous confrontent aux des questions qui font jaillir des émotions un peu difficiles en nous, la mort, la maladie, on verra plus tard. Moi, la mort de mon frère m'a fait comprendre de façon brutale que remettre à plus tard, c'est remettre à trop tard. Forcément remettra trop tard, parce que quand on va avoir envie de se pencher sur la question, on sera à l'hôpital, on sera peut-être plus en possession de tous nos moyens, de toute notre santé. Et je pars un petit peu dans les tours là, je ne sais pas pourquoi, pardon, mais je suis déterminé et c'est dans ce sens où j'ai une profonde gratitude pour l'équipe de la Maïf et la direction de la Maïf qui me
permet d'intervenir comme ça devant vous aujourd'hui, parce que ce sujet n'est pas facile, il est compliqué, il est sujet à beaucoup d'interprétations et de choses tendancieuses différentes, et je suis extrêmement reconnaissant envers la Maïf de me permettre de m'adresser dans ce cadre-là à vous et à d'autres personnes pour montrer qu'on peut rester les deux pieds bien sur terre, avec une posture extrêmement rationnelle et cartésienne, très journaliste, et s'exposer et explorer toutes ces dimensions-là. Parce qu'en définitive, c'est utile. C'est utile, ça nous aide, ça ne nous fait pas perdre pied, ça ne nous fait pas partir dans du n'importe quoi, ça nous aide à intégrer des épreuves que certains d'entre vous peut-être intégrées, vivaient, traversées, pardon. Ça ne réjoue rien par magie. Hein. Mon père me manque, il est mort il y a 6 ans. C'est pas parce que je suis intimement convaincu qu'il est en existence quelque part ailleurs, et peut-être sans doute pas loin, aujourd'hui maintenant, qu'il ne me manque pas. Mais ça ouvre d'autres portes, ça ouvre d'autres dimensions, ça ouvre la réflexion à un champ plus vaste de questionnement, et je pense que ça serait dommage de s'en priver, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas envie de vous en priver. Merci beaucoup. Merci. Merci Diesel. Ouf. Oui, pardon, je suis happé par le chien là. Lui aussi. Il peut venir si je lui manque. Non. Alors on a un peu de temps pour les questions. Je ne vois pas bien où sont les mains et les micros. Bonjour. Alors. Bon, je vais regarder dans le vide, mais parlez-moi. Bonjour. Ah voilà, ça y est, je vois votre main. Non, c'est pas votre main. Oui, c'est là. Pardon. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc, au point de vue médical, j'ai 10 anesthésies générales de toutes sortes, hein, donc comme beaucoup d'autres. Je peux vous dire que j'avais déjà pensé à vos problèmes, quoi. Hein. Donc j'ai un certain âge et moi je n'ai jamais rien vu. Hein. Des opérations qui ont duré très longtemps et toutes sortes. Donc c'est très clair. Par contre, moi je pense que quand je suis en pleine conscience et en pleine réflexion, c'est à ce moment-là que je peux penser à la spiritualité et à la religion, à des choses comme ça. Voilà, donc je vois les choses différemment. Voilà, donc par rapport au fait que malgré vos nombreuses anesthésies, comme dit, vous n'ayez pas vécu cette expérience, comme je le disais, les études montrent que 20% des gens en arrêt cardiaque ont une expérience de cette nature-là. L'expérience de mort imminente n'est pas exclusivement liée à l'arrêt cardiaque. Il y a plein de gens qui vivent des expériences comme ça dans d'autres circonstances, même parfois en méditant ou dans des circonstances où leur physiologie n'est absolument pas attaquée. Donc c'est pas non plus une expérience qui est complètement liée à... C'est une expérience spirituelle d'une certaine manière. C'est une expérience d'expansion spirituelle qui donc parfois coïncide avec un arrêt cardiaque ou des situations de détresse physiologique, mais pas nécessairement. Et encore une fois, 20% des gens, dans les études qui ont été faites aujourd'hui, vivent cette expérience-là après un arrêt cardiaque ou pendant une opération. Mais c'est un peu comme les rêves. Les études sur le sommeil nous montrent qu'on a 5 grandes phases de rêve chaque nuit. C'est-à-dire qu'on a théoriquement 5 grands rêves avec différentes constructions annexes chaque nuit. Qui se souvient de 5 rêves chaque matin au réveil? Levez la main. Oh là là, je vous engage, vous allez m'apprendre comment vous faites. Bon, 2 personnes. Bon, voilà, je pense qu'on a affaire, et je me penche dans ma prochaine enquête sur les relations justement entre conscience et activité cérébrale, parce qu'il y a une liaison. Notre cerveau sert quand même quelque chose. Il sert de filtre, il sert de caisse pas de résonance, mais de caisse de transmission d'une conscience, on va dire, immatérielle. Donc la nature de nos expériences passe aussi quand même par le filtre de notre cerveau, malgré tout. Et notre cerveau, il est habitué dès la première seconde de sa mise en fonctionnement à trier l'information. Ça, c'est pas une observation spirituelle, c'est de l'ordre de la physiologie et de la biologie du développement cérébral. Notre cerveau, c'est une machine à trier. À partir du moment où vous lui envoyez des influx sensoriels, auditifs, visuels, il trie, il apprend à trier. Donc, au bout de quelques semaines, un bébé, il sait que le truc rouge, bizarre, froid, ça va être une chaise, un canapé. Et progressivement, dans les premiers mois et les premières années de notre vie, notre cerveau fabrique notre interprétation de la réalité. Notre cerveau est un outil de tri.
Donc on arrive à l'âge adulte avec un cerveau qui est incapable de rester dans une perception sensorielle pure. Tout ce qu'on ressent, que ce soit par nos 5 sens ou par notre intuition, notre 6e sens, nos outils perceptifs extrasensoriels, tout ça passe par l'interprétation du cerveau qui fabrique des images, qui fabrique des interprétations. Je vous donne un exemple. J'avais fait une expérience il y a quelques années à l'Institut Monroe qui consistait à vivre une expérience de perception extrasensorielle où il m'était demandé, après que j'étais dans un caisson d'isolation monitoré avec des écouteurs qui m'envoyaient une musique extrêmement dissonante pour créer justement un état cérébral propice aux perceptions. J'étais dans le noir, je ne voyais rien. Le moniteur me dit « Vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez tout à l'heure quand vous avez interviewé le directeur de l'Institut ?» Je fais « Oui ». On a posé un objet sur la rambarde auquel vous étiez accoudé. Est-ce que vous pourriez voir de quel objet il s'agit? Ça, c'est typiquement une expérience qu'on appelle de remote viewing, de vision à distance, qui a été développée notamment par l'armée américaine et la CIA, qui est extrêmement efficace, extrêmement impressionnante, et Donc c'est vraiment d'absolument tout le monde, et c'est absolument stupéfiant. Parce que dans mon espèce de lit, dans le noir absolu, j'ai une sensation de rouge et de truc rond qui vient. Pour ceux qui ont vu un des premiers épisodes d'Enquête extraordinaire, cette scène est dans le film. Et donc je vois quelque chose de rond, je vois une pomme rouge. Et là, le moniteur, qui lui a l'habitude de ça, il a l'habitude de la façon dont notre cerveau interprète J'ai capté un truc rouge et rond. Et il a mis un ballon de basket rouge et rond. Donc j'ai capté quelque chose de l'ordre, voilà, une perception extrasensorielle. Mais mon esprit a fabriqué une pomme, parce que pour lui, un truc rouge et rond, instantanément, ça va s'appeler une pomme. Et une fois que la pomme est dans ma tête, je ne peux plus m'en débarrasser. Pour moi, c'est une pomme. Et la technique qu'a développée cet institut, dont je parlerai d'ailleurs dans mon prochain bouquin, parce que c'est juste bluffant, consiste justement à essayer de désamorcer ces mécanismes interprétatifs pour revenir à la perception pure, pour revenir à la sensation première qui, elle, a de fortes chances d'être très juste. Donc voilà, notre esprit, notre cerveau, il déforme en permanence tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe, tout ce qu'on ressent, et plus encore nos perceptions extrasensorielles, nos intuitions. C'est pour ça, et c'est aussi un volet que j'explore pas mal dans mon livre « Le test sur la médiumnité », pour montrer que la médiumnité, pour moi, c'est une réalité. Ça ne fait pas de doute que des gens sont capables de communiquer avec des défunts, mais ces gens-là sont des êtres humains. Ces gens-là ont un cerveau qui fonctionne, qui a été éduqué d'une certaine manière, qui fait que leur perception de ce monde des défunts passe aussi à travers leur filtre, et peut de ce fait subir une distorsion, une déformation, présenter même des erreurs. Et donc il faut, à mon sens, prendre toujours avec beaucoup de prudence ce qui peut être dit par des médiums et continuer à garder vraiment une espèce de volonté de discernement et de distance par rapport à ça. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je fais sur le sujet. Je fais des réponses trop longues. Oui, bonsoir. Je travaille en soins palliatifs en oncologie à Timone. On s'est déjà d'ailleurs rencontrés. J'entends pas bien du tout. J'ai dit, je travaille en soins palliatifs à la Timone et en oncologie. Donc j'ai affaire à des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Et grand nombre d'entre eux ont vécu soit des EMI, soit des sorties de corps, soit des expériences de cet ordre-là. Personne ne souhaite en parler aux médecins parce que les médecins ne sont pas prêts. En revanche, je connais de nombreux thérapeutes, médiums, magnétiseurs, guérisseurs, puisque je travaille avec eux, notamment en radiothérapie ou dermato. Et contrairement à ce que l'on peut penser, il y a beaucoup de monde qui travaille sous couvert du médical ou du paramédical. Beaucoup de personnes ont recours à tout ça, y compris les thérapeutes, parce que je sais que quand quelqu'un me parle de ça, maintenant ça fait 15 ans que je suis sur les EMI, etc., j'entends tout à fait ce qui est dit, je peux même conseiller des lectures ou des sites comme l'INRES, et ça conforte les gens dans « je ne suis pas fou » et ce ne sont pas les médicaments qu'on me donne qui... Donc il y a quand même un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont très sensibilisées à tout ça. D'abord, on a beaucoup de renseignements sur Internet, et puis de bouquins, et puis d'ouverture sur le monde, etc. Et même si le corps médical pur, les VIP, refuse cette ouverture, peut-être par peur ou par ignorance, il faut quand même voir qu'il y a énormément de thérapeutes qui sont ouverts à tout ça et qui prennent soin de ceux qui l'ont vécu. Donc parce qu'on a tendance à penser que comme les gens n'en parlent pas, ça ne se passe pas. Non, mais moi j'ai tendance plutôt à voir toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide.
je constate effectivement parfois des blocages qui me semblent un peu absurdes, des gens qui sont manifestement dans une volonté de ne pas entendre, de ne pas vouloir s'intéresser aux questions. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui sont curieux, qui sont intrigués, dans le monde médical ou ailleurs. Alors effectivement, quand vous entrez dans un service médical, les infirmières, c'est géant, quoi, parce qu'avec elles sont témoins des trucs, elles vous en parlent, bah oui, ça se connaît. Et puis quand vous demandez au médecin son avis, il dit enfin bon, ce que vous dites. Mais j'ai malgré tout rencontré des médecins qui sont curieux, qui sont intrigués. Et puis je pense que notre société évolue d'une façon globale. Et regardez, voilà, aujourd'hui, des institutions et des mutuelles prestigieuses ont créé cet événement aujourd'hui, pas pour parler du bizarre, mais pour parler de la mort. Et inclure dans cette discussion autour de la mort les dimensions dont je parle aujourd'hui avec vous maintenant. Et même Christophe Fauré, ce matin, en tant que psychiatre, travaillant sur le deuil, a quand même intégré, je pense, une petite partie sur ces expériences un peu hors normes qu'il constate, lui, dans son cabinet. Et je pense que, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets en tant que journaliste, j'ai compris très rapidement qu'il y avait effectivement, comme vous le dites, des peurs. Mais ces peurs, elles sont légitimes. Ces peurs sont le socle de doute, et ce sont les socles de notre rationalité et de ce qui fait la force de notre pays, de notre société occidentale. Chaque force, chaque qualité a des défauts. Le défaut de notre pays, des pays occidentaux et de la France, c'est d'être peut-être parfois un peu trop bloqué dans cette rigueur et dans ce cartésianisme, et sans s'en rendre compte, de nous rendre incapables d'entendre des choses qui sortent un peu du bocal. Mais ça me donne aussi la force de pouvoir, ça nous donne aussi la force de pouvoir construire une relation commune à ces dimensions nouvelles. Ça nous donne la force peut-être aussi de pouvoir parler avec rationalité de tous ces phénomènes. Il y a des pays, moi je suis allé en Californie, je suis assez stupéfait de la façon dont les Californiens, ils sont flyés, comme diraient les Belges ou les Canadiens, ils prennent tout pour argent comptant, vous dites « Ah, les extraterrestres sont là, ah ouais, cool, c'est vrai. » Voilà, c'est intéressant de discuter avec des gens comme ça qui n'ont aucun questionnement, qui vous prennent tout pour argent comptant. Moi, j'ai une éducation et un métier, une envie qui me pousse à vouloir toujours questionner, toujours interroger. Et il ne faut pas que cette interrogation, elle nous enferme. Il faut que cette interrogation, elle nous permette de cheminer. Et malheureusement, ce qu'on constate dans le monde médical, qui est aussi un monde difficile, confronté à pas mal d'autres challenges que ceux de s'ouvrir à ça, il y a déjà des sacrés problèmes financiers, logistiques et autres. Mais voilà, pour en terminer, je pense que les choses sont en mouvement. Notre société est en mouvement. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien et quelque chose de pas bien qui se fait, c'est normal, c'est la vie, ça, c'est long, c'est de la lumière, mais ça avance, ça évolue, ça permet à certaines personnes de prendre conscience de certains trucs, ça permet à des gens de changer, ça permet à d'autres de ne pas changer. C'est la vie, c'est le mouvement de la vie. Donc moi, je me pose pas, je ne prends pas une espèce de posture de militant à vouloir absolument convaincre certaines personnes qu'elles ont tort. J'essaie, en tant que journaliste, d'entendre toutes ces peurs légitimes et d'y répondre le plus intelligemment possible. Et dans mon prochain bouquin, je repars encore au charbon en allant chercher une nouvelle découverte scientifique ou papier scientifique qui atteste de l'immatérialité de la conscience, parce que cette science, elle existe. Les gens vous disent « Ouais, mais ça, si ça se savait, ça serait prouvé. » Bah oui, c'est prouvé par des centaines de publications scientifiques. Donc, il faut faire l'effort de les rassembler, de les montrer. Et puis, voilà. Et puis, chemin faisant, on va avancer. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, dans notre société, on est quand même déjà vachement avancé, plus qu'il y a simplement 10 ans ou 20 ans. Donc, vous voyez, les émissions avec De Chavannes qui faisaient des trucs sur le surnaturel il y a 20 ans, que je voyais quand j'étais ado, donc il y a 30 ans, avec le petit hamster, le petit cul, etc. Il n'y a plus ça. Espèce de truc ouvertement ridiculisant les expériences qualifiées de paranormales, ça n'existe plus. Il y a des documentaires un peu légers, mais qui sont pas dans le jugement péremptoire. À M6, quand ils ont accepté la première saison d'Enquête extraordinaire, on était un peu stupéfaits. Ils ont pris 5 films d'un coup, une saison complète, 90 minutes chacun. Et j'ai eu une liberté absolue. Il y a juste eu un rendez-vous avec la direction au début où ils m'ont dit « Bon, à la fin du film, vous mettrez un vrai scientifique pour dire que tout ça sont des bêtises. » Je les ai regardés, j'aurais dit « Mais attendez, si vous voulez qu'on fasse ça, on s'arrête tout de suite. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Les vrais scientifiques, il y en aura dans tout le long du film, mais des vrais scientifiques qui ont bossé sur les sujets dont on parlera. » Ah ok, bon, super, très bien. Et après, j'ai eu une paix absolument royale. Et je ne suis pas sûr que cette liberté-là, on me l'aurait douée ou on aurait eu cette confiance-là il y a 20 ans de ça. Donc, soyez confiants, soyez optimistes. Vous êtes là déjà, c'est qu'on avance bien. Merci.
Bon, d'abord, merci pour votre conférence que j'ai trouvée passionnante. Alors, il y a au moins 2 médecins dans la salle, elle et moi. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même de l'espoir, et je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui commencent à avoir les idées plus ouvertes, mais qui n'osent pas le dire dans le milieu médical, parce que c'est très mal vu encore. Enfin, ça passe pas dans beaucoup de... Voilà. Et moi, ce que j'ai retenu, enfin, ce que j'ai envie de retenir, en tout cas de souligner, c'est quand vous avez parlé de la conscience qui est extérieure au cerveau, que le cerveau est quelque chose, en quelque sorte, un récepteur, un émetteur-récepteur, on va dire. Hein. Vous avez fait une comparaison avec la télévision, la radio. Et je voulais juste dire que moi, j'ai eu l'occasion, dans ma vie, non pas professionnelle mais privée, de faire l'expérience, non pas par rapport à la mort, mais pour des états modifiés auprès de mon mari qui a été dans le coma pendant plusieurs semaines, puis en état végétatif chronique pendant 4 ans. Voilà. Et que j'ai pu à maintes reprises me rendre compte que sa conscience était là. Il ne pouvait pas communiquer, mais ça n'était pas un légume. Voilà. C'est tout. Je veux dire qu'il n'y a pas que les expériences de mort imminente, etc. Il y a aussi tous ces états de conscience modifiés qui nous permettent de constater ce que vous avez dit aussi, voilà, que la conscience, on la capte quelque part, elle ne nous appartient pas en propre. Après, on en fait ce qu'on en fait avec notre cerveau, qui est un instrument. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Il y a une dernière, ou sinon je recommence. Hein. Ah, Madame a peur que je recommence. Alors, j'aurais une question à laquelle je ne sais pas si c'est ici que j'étais une autre, qui m'a beaucoup intéressée, touchée, et qui a éveillé ma curiosité. 3 hypothèses. Soit vous êtes un très bon romancier et vous accrochez très bien le lecteur, soit c'est une aventure extraordinaire réellement vécue, soit c'est entre les deux une sorte d'autofiction à partir d'une expérience. Voilà, donc ce sont les questions que je me pose. Pour répondre très simplement, non, toute cette histoire est, j'ai envie de dire presque malheureusement, totalement vraie. Rien n'est inventé. Il y a même des choses qui sont plutôt retranchées, parce que dans le fil de cette enquête, j'ai fait plusieurs voyages, notamment en Allemagne, et j'en ai pas raconté, j'ai pas tout raconté. La seule chose qui est changée par rapport à la réalité, c'est le nom de certaines personnes à leur demande dans le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une histoire un peu particulière qui m'est arrivée il y a 5 ans de ça, où voilà, dans un désir d'être cohérent avec moi-même, je vous ai dit tout à l'heure que parler de la mort me faisait observer ma vie et la façon dont je prends mes décisions au quotidien. Ça m'a rendu absolument intransigeant sur l'impossibilité pour moi de laisser en sommeil des choses qui brûlent. Et après avoir dirigé Enquête extraordinaire pour M6, avoir créé l'INRES, j'étais arrivé dans un moment où je multipliais énormément les activités. J'avais besoin de faire un peu de prendre du champ. Et donc j'ai pris une décision en apparence irrationnelle qui est de tout abandonner, de confier l'INRES à mon associé, au risque que ça s'arrête, parce que j'avais besoin de me retrouver, de refaire un point global sur ma vie. Et j'avais un appel, il y avait peut-être quelque chose, c'était pas anodin cette décision. Donc je suis parti en Amazonie parce que je pratique, j'ai découvert le chamanisme amazonien il y a de cela 12-13 ans. Je vais de temps en temps en Amazonie, je m'offre ces moments de break qui sont des moments d'introspection très puissants. Et pendant cette retraite en 2014, j'ai vécu une expérience assez curieuse qu'au début j'ai pris comme voilà, une sorte de message de mon inconscient pour me faire peut-être comprendre des choses. J'étais en pleine journée, conscient, lucide, je n'avais pas pris de substance particulière. Et j'ai vécu une sorte de rêve éveillé où je me suis retrouvé dans une scène de guerre en étant témoin de situations très précises, en voyant un homme de façon extrêmement précise devant mes yeux. Mais j'avais les yeux fermés, mais j'aurais pu arrêter ça en une seconde, il suffisait d'ouvrir. Sauf que je voyais cette scène un peu comme voilà, un rêve éveillé, avec un homme prenant un éclat d'obus à la gorge, tombant. Je savais instantanément comment il s'appelait, je savais qu'il avait tel grade, qu'il était dans l'armée allemande. Et tous ces éléments m'envahissaient avec beaucoup d'émotions. Et quand ça s'est arrêté, je me dis, waouh, là, mon inconscient m'envoie un message fort, un peu comme un rêve vous envoie peut-être des messages. Donc je l'ai noté en détail, je me dis, il faudrait que je travaille sur cette dimension. Je suis devenu reporter de guerre, j'étais obsédé par la guerre et par la violence, donc ça doit être lié. Donc j'ai rangé ça dans un coin de ma besace en me disant, bah voilà,
quelque chose dont je devrais travailler avec des psys peut-être. Et puis, quand je suis rentré en France, j'ai quand même googlisé le nom du bonhomme que j'avais obtenu, qui était un lieutenant en plus, donc c'est même pas quelqu'un, c'est absolument pas quelqu'un de connu. Il y avait des dizaines de milliers de lieutenants. Et à ma grande stupeur, je découvre, enfin non, mais pas à ma grande stupeur, enfin, je me dis, bah tiens, évidemment, je découvre qu'il y a un type qui portait le prénom, le nom et le même grade que j'ai vu dans ces visions. À ce moment-là, pour moi, c'est vraiment une coïncidence. Je dis, ouais, vous voyez, entre mon esprit, entre deux trucs, entre deux hypothèses, l'hypothèse la plus rationnelle va forcément être ma préférée. Donc l'hypothèse rationnelle, c'est que c'est une coïncidence, à tel point que je laisse ça de côté pendant plus d'1 an. Et puis 1 an plus tard, 15 mois plus tard, je recommence à googliser son nom, je ne sais pas pourquoi. Et en googlisant, je tombe sur le nom d'un historien que j'appelle. Le type me connaissait parce qu'il avait vu Enquête extraordinaire. Donc quand je lui dis, bah voilà, j'étais en Amazonie, j'ai fait un rêve, j'ai vu un mec, etc., il me raccroche pas au nez tout de suite. Et son premier réflexe, c'est de me dire, mais est-ce que vous avez trouvé le dossier militaire de cet homme? Et moi, j'ignorais qu'il pouvait y avoir des dossiers militaires pour des lieutenants. Voilà, c'est à peine un jeune officier. Et il me dit, si, tous les officiers avaient des dossiers et ils sont conservés à Berlin, mais il y a des copies microfilms qui sont à Washington. Et il me met en rapport avec un chercheur français qui est en train de faire sa thèse à Washington, que je contacte par email. Et 3 heures après, le gars me répond, bah oui, il y a un dossier de 80 pages de cet homme. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie? Je dis, bah un peu. Donc il faut que j'attende 2-3 jours pour recevoir le dossier. Et quand je reçois ce dossier, c'est des fichiers d'une page chacun. Je les ouvre lentement. J'envoie tout à l'historien qui est dans le sud de la France. Et pendant ce temps, je commence, moi, à découvrir ces pages d'archives. Je suis journaliste, mais je n'ai pas une formation d'historien, donc je ne sais même pas comment je cherche. Puis je ne parle pas allemand, surtout, donc c'est laborieux. Mais je passe la journée à explorer ces différentes pages. Je suis assez intrigué. Je découvre l'écriture manuscrite du personnage. Je comprends à peu près qu'il a été stationné là, qu'il a fait ci, etc. Et puis à la fin de la journée, très tard, je reçois un mail de l'historien qui me dit, voilà, j'ai traduit les grandes lignes du dossier. Voilà, il est né à tel endroit, il a été stationné à tel endroit, il a fait partie de telle division, et son acte de décès dit qu'il est mort à telle date en Russie, tué par un éclat de but au cou. Et là, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression d'un 38 tonnes qui vient de s'écraser devant moi. Là, tout d'un coup, je me dis, mais c'est plus possible que ça soit une coïncidence. Là, c'est plus possible que ce soit juste un hasard. Il faut que je comprenne quelque chose. C'est pas là, ça deviendrait irrationnel de se dire, ça doit être bizarre, ça doit être. Et à partir de ce moment-là, je ne vais avoir de cesse que de vouloir comprendre pourquoi j'ai vécu cette expérience, qu'est-ce que ça veut dire, qui est ce bonhomme, quel est le lien que j'ai avec lui. Donc je suis parti déjà rencontrer plusieurs personnes en France qui m'ont aidé à explorer les différentes dimensions de cette aventure. Je suis parti en Allemagne et je suis parti jusqu'en Russie, là où a été tué cet homme en octobre 1941. Je ne vais pas spoiler l'histoire parce qu'effectivement, comme vous le dites, ça se lit presque comme un roman, parce que je tiens un journal tout le temps, et plus encore quand je mène des enquêtes comme ça. Donc pour écrire ce livre, j'ai repris le journal que j'ai tenu pendant plus d'1 an. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de rythme qui témoigne simplement de ma surprise, de ma stupeur de découvrir des choses les unes après les autres. Parce qu'il y avait une petite fille dans ma vision aussi. Est-ce que cette petite fille existe? Est-ce que c'est sa fille? Et cette aventure, elle est... Je ne veux pas en parler maintenant parce que ce n'est pas le propos, mais c'est peut-être une des choses les plus importantes que j'ai fait dans ma vie pour me guérir de certaines zones d'ombre. Et je pense qu'on a... Moi, peut-être beaucoup, mais je pense qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les psys. Et que nos parts d'ombre, elles sont imprégnées d'une certaine manière de l'ombre du monde aussi. Ce monde dans lequel on vit nous est pas forcément étranger. Il nous imprègne au quotidien. La Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 80 ans. C'est il y a 80 ans qu'un pays voisin, juste à côté, a envoyé 6 millions de personnes dans des camps de concentration. Il y a 80 ans. Mon père, il était jeune enfant à ce moment-là. On voit des films en noir et blanc, même si France 2 les colorise un peu maintenant, on a l'impression que c'est dans un autre monde, c'est loin, mais des gens vivants que vous côtoyez, que vous connaissez, étaient vivants à cette période-là. Et cette histoire-là, l'exploration que j'en ai faite est sortie du cadre purement personnel de mon histoire pour me plonger dans une interrogation sur le poids de l'histoire collective. Quel poids nous habite encore, nous? Qu'est-ce qu'on doit hériter de tout ça? Enfin, pas doit, mais qu'est-ce qui nous imprègne encore aujourd'hui? Je pense qu'on est
on est des êtres qui sont intègres, autonomes, mais on est sous influence d'une certaine manière de notre culture, de notre famille. Certains d'entre vous doivent être familiers du transgénérationnel, et du poids de nos ancêtres, même des ancêtres dont on n'a rien connu, qui peuvent nous imprégner et avoir transmis d'une façon inconsciente leurs problématiques. Je pense qu'au-delà de l'influence qu'on a de nos lignées familiales, on est aussi sujet à d'autres influences qui baignent notre monde, et qu'on est chacun des petites usines à guérir le monde. Et que, à travers la lucidité qu'on aura envie de porter sur ses propres mécanismes intérieurs, on aide aussi à rendre le monde un peu plus clair. Voilà. Merci. Encore une ou deux questions, c'est possible? C'est vous? Bonjour et merci pour votre témoignage et parcours. Vous êtes un expérienceur de la vie, en fait. Je voulais faire un lien avec ce jour aujourd'hui, pour les défunts. Vous avez parlé dans les expériences de mort imminente, de la transformation dans la durée de ceux qui en sont revenus. J'ai pensé aussi aux parents qui ont perdu un enfant, quand ils osent aller vers les médiums qui leur apportent une trace, une mémoire vivante de l'après. Comme si leur deuil devenait autre, comme s'il y avait un sens, comme si ça les faisait passer derrière la peur, ça les apaisait parfois. Pas toujours, mais... Et je pense que là, il y a une boucle avec un message, avec un sens, à la fois le deuil, les défunts, et puis la transmission. Voilà. Bah c'est vrai que j'ai noté qu'on était aujourd'hui le 1er novembre et que c'est par un hasard que cet événement se tienne aujourd'hui. Juste par rapport à ce que vous dites sur les médiums, c'est pas la solution magique, hein, les médiums. Je tiens à insister là-dessus parce que c'est vrai que la promesse qui est faite par ce thème de la médiumnité est extraordinaire. Ah bon, on va communiquer avec notre enfant qui est mort, mais ça résout pas grand-chose. Ça résout pas le manque, ça résout pas la tristesse. Ça va créer une petite fenêtre un peu curieuse pendant 30 minutes, 40 minutes. Ça va ouvrir des espérances, mais vous ressortez de chez le médium, le doute vient, le manque vient, l'enfant il n'est pas là, il sera plus jamais là non plus. Donc il faut pas poser ces médiums et toutes ces thématiques dont on a parlé ce soir sur un espèce de piédestal un peu magique comme on le fait dans notre société. C'est une posture un peu immature, mais malheureusement on n'a pas été éduqué à ça. On vit dans un monde qui n'a aucune proposition d'éducation sur ces dimensions spirituelles. Du coup on prend tout, comme on va un peu au cinéma voir Harry Potter en s'imaginant que Harry Potter avec sa baguette il règle un truc extraordinaire, et tout d'un coup un médium va nous régler un truc extraordinaire. Je pense que les médiums, il faut se poser la question de pourquoi on veut les voir. Est-ce qu'on veut les voir pour des bonnes raisons ou pas? Dans le test, mon livre sur lequel j'ai testé 6 médiums, j'ai demandé à Christophe Fauré à la fin de répondre à un certain nombre de questions pour savoir comment intégrer éventuellement une consultation médiumnique dans un parcours de deuil pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas en attendre trop, pour se poser des bonnes questions avant. Parce que ça peut ouvrir. Moi j'ai des amis proches qui ont perdu leur enfant dans des circonstances tragiques, comme sont certains d'entre vous, et pour qui la consultation de médium a été une porte. Ça n'a rien réglé, il avait quand même besoin d'antidépresseurs après la consultation, mon ami. Mais la médium, voilà un petit détail, la médium avait dit que leur fils lui montrait une petite poupée de Pierrot. Et les parents ne savaient absolument pas à quoi ça faisait référence. Ils ont dit, bah tiens, pourquoi ils nous parlent de ça, on ne voit pas. Et puis en rentrant, ils parlent à la petite copine de leur fils, et la petite copine dit, bah oui, c'est moi qui ai mis ça dans son cercueil, un petit Pierrot. Peut-être que l'idée du test, elle est venue là, en fait. Et ça a été tellement un coup de tonnerre pour plus le papa, parce que la maman, elle avait un peu plus d'intuition que cette chose-là était réelle. Le papa, lui, il était, comme moi, bourrin de chez bourrin. Pour lui, ça a été un coup de tonnerre qui a amorcé une voie un peu différente dans son cheminement de deuil, qui fait qu'aujourd'hui, il a quitté son boulot, qui était un boulot dans des grands groupes de presse, et il est devenu guérisseur. Et il dit ouvertement que c'est son fils, c'est l'aventure qu'il vit avec son fils depuis son départ, qui l'a conduit à réorienter complètement son activité professionnelle. Donc voilà, c'est pas le médium qui a créé ce truc-là, mais c'est que
à ce moment-là, parce qu'ils étaient aussi accompagnés par un psychothérapeute, parce qu'ils prenaient à ce moment-là des antidépresseurs, il y avait une espèce de pacification de la douleur qui a permis que quelque chose s'ouvre parce que les médiums lui ont donné cette information-là. Donc dans ce cadre-là, voilà, si la curiosité, pour certains d'entre vous qui êtes dans ces situations-là, vous pousse à avoir envie d'explorer cette pratique-là, faites-le. Mais voilà, lisez le test, il est en poche, ça ne coûte rien. Et au moins, à la fin, il y a tous ces conseils pratiques, des questions à poser, ne serait-ce que pour ne pas tomber sur un mauvais. C'est un grondement qui nous dit qu'il faut s'en aller, là, peut-être, non ? Enfin, voilà, merci beaucoup et merci à toutes et à tous. Oui, bien sûr. Oui, alors, pardon. Allez-y. Un très grand merci. Christophe, c'était Stéphane. Mais je suis un autre Christophe. Et on a le plaisir de vous avoir en dédicace à côté de l'espace librairie. Donc profitez-en. Non, ça sera à la sortie de l'événement où est la librairie. Ça a été déplacé entre-temps. Très bien. Bon, à tout de suite et merci encore à toutes et à tous. Et on vous demande encore un tout petit instant pour vous présenter des gens que vous avez vus sur tout l'événement. Je suis toute seule à faire ça. Je suis désolée. Et voilà, alors je ne sais pas s'il y a des organisateurs qui sont dans la salle, mais s'ils le sont, je les prie de se lever et de nous rejoindre. Je voudrais également vous dire à tous merci, vous dire à tous merci. Ça a été un moment de très grande émotion, pour nous d'abord, parce que je peux vous assurer que quand on est rentré dans ce projet, on n'avait pas un seul instant, même si c'était notre envie. Imaginez qu'il y aurait une telle adhésion. Nous espérons que ça vous a plu, nous espérons que vous avez ici appris plein de choses, ou redécouvert plein de choses. Un grand merci à Stéphane Alix, et tout spécialement parce que... Je veux que vous sachiez que Stéphane, c'est la première personne avec qui j'ai évoqué l'idée de faire ce projet autour de la mort. Pas une simple conférence, et on sait les faire. On en a fait plein, même ici. Mais un événement un peu original, inédit, où il ne s'agissait pas pour vous simplement d'être spectateurs, mais aussi d'être des acteurs impliqués. Et pour ça, vous avez accepté, merci encore, de répondre au magnifique questionnaire des étudiants M2 CO de Montpellier. C'est une sacrée formation. Ils ont fait un boulot de dingue, ils ont préparé le questionnaire pendant des semaines et ils ont assuré le plan, ils vous ont questionné, re-questionné. Je vous promets, nous allons faire une conférence de presse pour présenter les résultats de cette étude parce que notre objectif c'est bien, vous vous rappelez, faire bouger les lignes, re-questionner la mort à l'ère du XXIe siècle et si possible, agir et proposer des solutions. Merci à Nathalie Paoli, je la vois là-bas. Merci Nathalie, merci. Vous verriez comment elle nous a aidés, comment elle s'est impliquée. Je suis sûr que j'oublie plein d'autres acteurs associatifs, les structures, tous ceux qui étaient là, qui vous ont donné du conseil. Ils sont là. Ils sont repartis. Il y a plein de gens qui ont bossé aussi, qui sont repartis. Candice. Messieurs, dames, je vous présente Candice. Candice, qui est la personne avec laquelle j'ai travaillé pendant des mois. Et c'est avec elle, et c'est parce que nous avons été sur cette idée, tous les deux, ensemble, que le groupe Vive et la Maïf ont construit cet événement. Je veux remercier, où sont-elles, Valérie. Je vous présente Valérie. Béatrice, viens là. Je vous présente. Et la maison des obsèques. Et il faut voir comment elles ont bossé. Je sais pas, et il vous a plu cet événement ? Vous en voulez un autre ?
Eh bien, je vous promets que si on arrive à trouver des partenaires financiers, qui soient publics, qui soient privés, qui considèrent que ce que nous sommes en train de faire là, c'est servir l'intérêt général, eh bien, nous allons y aller, nous allons en faire un autre d'événement. Et vous savez où on va aller le faire, l'autre événement ? Ailleurs. Parce que les bonnes choses, il faut savoir les faire profiter partout. Magali, où es-tu, Magali ? Magali, viens là. Je vous présente Magali Mounier. Magali. Merci, tu rigoles. Magali Mounier, elle a bossé comme une folle. Magali Mounier, elle est mandataire du conseil d'administration de la Maïf. Si vous avez envie de la voir, si vous avez envie de discuter avec elle, si vous avez des projets, si vous avez envie de bouger, allez donc à Vitrolles. Magali, elle est à Vitrolles. Mesdames, messieurs, merci à tous. J'ai oublié plein de personnes, pardonnez-moi. Je vous souhaite... Ouais. Johan, Céline, ils sont où, Johan et Céline? Johan et Céline, ils font leur timide. Regardez-les là-bas, dans le coin, le barbu, le petit barbu là-bas et sa petite compagne, Céline et Manès. Ils ont bossé aussi comme des malades. Et dans la salle, je sais encore qu'il y a d'autres militants. Je vois Corinne là-bas. Il y en a plein d'autres. La Maïf et Vive vous ont proposé cet événement inédit. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et à bientôt.